Donc bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui sont dans l'amphi d'être présents. Et merci à tous ceux qui sont connectés de l'être aussi. Alors j'ai reçu des consignes. S'il y a des questions, les gens qui sont connectés peuvent les poser directement. Très bien. Et les gens de l'amphi ont un petit papier vers eux sur lequel ils peuvent écrire et il sera fait une synthèse des questions à la fin de cette conférence. Bienvenue donc à la conférence dans le cadre de la Journée mondiale de la douleur, conférence aujourd'hui, vous le savez, consacrée à la problématique du microbiote et ses relations avec la douleur. Moi, je suis ici pour vous rappeler ce qu'est l'Institut Analgesia et ce qu'est cette fondation dans un contexte purement d'introduction. Voilà. Voilà donc notre ambition est que chacun retrouve une vie sans douleur. Chacun, c'est-à-dire tous les patients atteints de douleurs chroniques. 20 à 30% de la population adulte. 10 millions de Français, une douleur que l'on ne voit pas forcément, qui ne se lit pas sur les visages, mais qui pourtant existe. Face à cette épidémiologie lourde, l'innovation thérapeutique est en panne. Depuis 50 ans, pas vraiment de progrès. Des médicaments dont l'efficacité est limitée. Il y a donc un impératif qui est d'innover. Et c'est le fondement de notre fondation, qui s'appelle la Fondation Institut Analgesia, que de permettre d'innover au profit des patients douloureux chroniques. Alors cette fondation est née en 2016 avec comme partenaire, au moment de sa création, vous les voyez sur la partie gauche de cette diapo, des structures publiques, universités, CHU, etc., et régions. Et puis, au fil du temps, parce que cette fondation est sans but lucratif, mais doit s'autofinancer, nous avons eu un certain nombre de partenaires que vous voyez ici et que je ne peux pas citer de façon individuelle, je vous les laisse lire. Alors une fois cette fondation qui s'appelle une fondation partenariale créée, quelle est l'approche de cette fondation vis-à-vis du patient douloureux chronique? Je vous l'ai dit, c'est la première fondation recherche sur la douleur créée en France et sans doute en Europe. La recherche est un élément important. Pour qu'il y ait innovation, il faut qu'il y ait recherche. Et cette recherche, pour nous, elle est centrée sur le patient. Pour centrer cette recherche sur le patient, nous avons fait le choix, il y a quelques années, d'orienter l'innovation sur la santé connectée, sur la e-santé, en relation entre le patient et le soignant. Notre objectif était de mieux comprendre, grâce à la e-santé, grâce à un suivi en vie réelle, de mieux comprendre le patient douloureux chronique, de mieux le caractériser. Et ça permettait d'avoir une meilleure connaissance clinique de ce patient, mais aussi, grâce à la e-santé, on obtenait des masses de données importantes, des big data, et on pouvait faire référence et utilisation de l'intelligence artificielle. Et tout ceci, qui est en cours actuellement dans notre fondation, nous permet d'espérer de nouvelles modalités thérapeutiques. Je vais vous illustrer dans les prochaines diapositives ces aspects-là. Donc si l'on veut faire cela, il nous faut 3 types de structures. Les patients tout d'abord, avec de nombreuses associations de patients que vous voyez ici, qui travaillent avec nous. Les médecins spécialisés dans la gestion de la douleur chronique, ce sont les centres antidouleurs. Aujourd'hui, nous travaillons avec 21 d'entre eux. Et bien entendu, le monde de la recherche, dans sa diversité, qui va du clinicien au data scientist, par exemple. Alors, qu'a-t-on fait? Eh bien, nous avons créé une application qui s'appelle IDOL, une application à disposition du patient sur son smartphone, une application qui permet de renseigner toute une série de choses
de caractériser le patient, ce que voit le soignant sur son ordinateur, et à partir de là, les données récoltées, bien entendu de façon anonyme, peuvent être traitées par des chercheurs spécialisés en big data et en intelligence artificielle. Pour illustrer cela, voilà l'application patient. Vous voyez qu'il a des données qu'il peut remplir, des questionnaires qu'il peut remplir sur son smartphone. Et puis le soignant a par exemple les baromètres, quelle est l'évolution de la douleur au fil du temps, où se situe la douleur. Vous voyez ce qu'on appelle un schéma corporel, où vous voyez marqué en rouge les localisations de la douleur, ce qui fait que le médecin a un suivi en vie réelle qu'il n'avait jamais avant la création de cette application. Et si les choses aboutissent comme nous l'espérons, eh bien nous passerons d'une efficacité limitée des thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses, parce qu'appliquées de façon homogène à une population générale, à des thérapeutiques efficaces, parce qu'appliquées à des sous-populations que l'on aura identifiées grâce à notre e-santé et à l'intelligence artificielle. On aura identifié des clusters de patients, les uns étant sensibles à telle thérapeutique, les autres à telle autre. On passe d'une médecine globale à une médecine personnalisée. Au-delà de cette approche recherche, ces outils ont l'avantage de permettre aussi d'accompagner le patient dans son parcours de soins. Accompagner le patient, nous l'avons avec l'outil IDOL dont je viens de parler, et nous créons un outil autre qui s'appelle Apésia et qui sera directement destiné aux patients, alors que IDOL, vous voyez, il y a un rôle avec les centres antidouleurs. Là, ça sera tout patient douloureux chronique. Et ces patients-là pourront être aidés avec une sorte de compagnon digital dans leur parcours de soins où ils auront un dialogue avec le smartphone et au travers du smartphone avec les soignants. Dans une approche qui aura des dimensions psychologiques et aussi des dimensions corporelles. Voilà, et notre troisième objectif, rechercher, chercher pour soulager, accompagner pour le deuxième. Et le troisième, c'est informer, sensibiliser, parce qu'il ne suffit pas de faire de la recherche, il faut aussi, avec les outils dont on dispose, faire en sorte que les soignants et les patients soient bien informés, soient bien au courant des choses pour bien utiliser, par exemple, les médicaments, pour bien utiliser d'autres thérapeutiques. C'est tout le rôle de toute la mission que l'on mène avec l'Observatoire français des médicaments antalgiques, créé par le professeur Rottier, membre de notre fondation. Et vous voyez qu'il y a des fascicules pour les patients, des fascicules pour les médecins. Il y a des campagnes pour sensibiliser à l'existence de cette douleur. 20 à 30% des patients et souvent une douleur invisible. Et pour aussi faire, comme on fait ce soir, des conférences. Voilà comment nous essayons d'innover au service des patients douloureux chroniques. Tout ceci, bien entendu, sans but lucratif. Et nous vivons de subventions, de mécénat et de générosité publique. Donc, ne vous gênez pas, ne vous freinez pas. Je vous remercie et je vais maintenant passer la parole au professeur Ardide qui va diriger la suite de cette conférence. Je vous remercie. Merci bien Alain, je suis ravi de vous voir dans cette amphi qui est ma foi bien occupée, bien plein. Nous avons en plus en ligne des gens qui nous écoutent puisque cette conférence est diffusée sur Internet, donc c'est parfait. Voilà, on va maintenant en venir au sujet de cette conférence, le microbiote. Ces toutes petites bestioles qui squattent notre corps. Alors j'exagère quand je dis squat parce que
Tout ça est très profitable à l'hôte et à ces petites bêtes, les microbes, les virus, bactéries, etc., qui vivent à l'intérieur de notre tube digestif, à la surface de notre peau, dans nos narines, dans nos yeux, etc., etc., etc. Donc c'est une symbiose qui se crée. Malheureusement, de temps en temps, il y a un petit déséquilibre qui fait que ça ne marche plus. On parle alors de dysbiose, mais on va laisser le prochain conférencier que je vais vous présenter nous parler de tout ça. Donc le prochain conférencier, alors il va y avoir, je voulais vous le dire, il va y avoir 3 aspects qui vont être un peu discutés ce soir. Des aspects de recherche qu'on appelle, nous, fondamentales. Dans les tubes à essai, on fait pousser des bactéries, on regarde ce qu'elles font chez l'hôte qu'on utilise. On va avoir des aspects cliniques. Et puis, on va avoir aussi le versant industriel, parce que c'est pas que de la recherche. Ensuite, il faut rentabiliser tout ça, il faut pouvoir développer, il faut pouvoir commercialiser. Donc, on verra un petit peu toutes ces parties au cours de cette soirée. Donc, on va commencer par une personne qui va accaparer pas mal la scène ce soir, Monsieur Julien Scanzi, le docteur Julien Scanzi. Le docteur Scanzi est gastro-entérologue. Il a fait ses études de médecine à Clermont-Ferrand, et puis après, il a fait sa spécialité de gastro-entérologie et pathologie avec notamment le professeur Michel Dapoigny, très orienté sur ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux, le syndrome de l'intestin irritable, ces ballonnements, mal au ventre, qu'on a du mal à prendre en charge chez certains patients. Donc Julien Scanzi, il fait de l'endoscopie, entre autres, au CHU d'Estaing et à Thiers. Et puis, il fait aussi pas mal de choses. Il commence à être connu nationalement, internationalement sur ce que l'on appelle la transplantation fécale. Je vais le laisser, en tout cas, commencer sa première présentation qui va porter purement sur le microbiote pour vous présenter un petit peu ces squatteurs et quels peuvent être leurs rôles ou leurs problématiques. Merci Denis pour la présentation. D'ailleurs, j'avais fait, tu n'en as pas parlé, mais j'étais venu squatter aussi le laboratoire et Neurodol au cours de mes études pour en apprendre un peu plus sur la recherche fondamentale sur la douleur. Du coup, merci à l'Institut Analgesia, merci à Alice, Nicolas, Marine et Alain de m'avoir invité pour parler du coup de cette formidable thématique qu'est le microbiote intestinal, et je vais essayer du coup de vous expliquer en quoi le microbiote est vraiment au cœur de notre santé et que c'est un organe à part entière. Tout d'abord, l'intestin, c'est pas juste un tube, je pense que vous le savez, c'est pas non plus juste un outil de digestion. Il héberge un véritable écosystème. Cet écosystème, c'est celui dont on vient de parler, celui dont on va parler toute la soirée, c'est notre microbiote intestinal. Qu'est-ce que déjà le microbiote? Alors un microbiote, c'est l'ensemble de micro-organismes, c'est-à-dire c'est des organismes vivants invisibles à l'œil nu, qui vivent au sein d'un écosystème. Donc bien sûr, des bactéries, c'est celles dont on parle le plus parce qu'on les connaît le mieux, mais pas seulement, il y a également des virus, notamment les phages, qui sont des virus qui s'attaquent à certaines bactéries, des levures, des champignons, des archées, même des parasites. Le microbiote intestinal, même si c'est celui dont on parle le plus, ce qu'on appelait auparavant la flore intestinale, ce n'est pas notre seul microbiote. Denis vous en a déjà parlé tout à l'heure. On a un microbiote cutané, un microbiote buccal. Les femmes ont un microbiote vaginal, un microbiote endométrial. On a un microbiote pulmonaire, des microbiotes urinaires, etc. Mais le plus important, le plus connu et le plus riche, c'est bien notre microbiote intestinal. Déjà parce que le gros intestin, le côlon, est a le milieu le plus propice à la colonisation, au développement de tous ces micro-organismes, avec un pH peu acide et avec un faible taux d'oxygène, parce qu'il y a beaucoup de bactéries qui craignent l'oxygène. C'est également le microbiote le mieux étudié, tout simplement parce qu'il est également en lien très étroit avec notre santé, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Nous sommes porteurs de pas moins de 40 000 milliards de bactéries dans notre tube digestif. Rien que pour 1 gramme de sel, c'est 100 milliards de bactéries, donc c'est bien plus que tout être humain sur Terre. Et si maintenant on regarde d'un point de vue de l'ADN, du génome, on s'aperçoit en fait que le génome, l'ADN de nos microbes, c'est 100 à 150 fois plus important en quantité que notre propre ADN humain. Ce qui fait de nous en fait des êtres hybrides, moitié humain, moitié microbien. Peut-être même plus que moitié microbien d'ailleurs. Et ces connaissances, on les a acquises récemment, puisque tout simplement, qu'il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas le matériel à notre disposition pour étudier comme il faut le microbiote intestinal, le microbiote et tous ces micro-organismes.
Notre microbiote intestinal, il nous est propre, il est unique, un peu comme une empreinte digitale, à différence près qui est très importante, qui est que l'empreinte digitale est figée, alors que notre microbiote va évoluer au fur et à mesure de la journée et au fur et à mesure de la vie, via notamment de nombreux paramètres extérieurs. Donc ça en fait quelque chose de tout à fait dynamique. Comment il évolue ce microbiote au cours du temps? Déjà, est-ce qu'on est avec déjà un microbiote constitué et qui ne va pas bouger? C'est pas du tout ça. On considère, même si les scientifiques ont pas mal débattu à ce sujet-là, qu'in utero, dans le ventre de notre maman, nous n'avons pas de microbiote intestinal, le tube digestif est stérile et que ce microbiote intestinal s'acquiert, qu'il apparaît, que les premières colonisations se font à la naissance. Et donc, le microbiote s'acquiert de façon différente en fonction, bien sûr, de l'origine géographique, ethnique, du mode d'accouchement, donc notamment si on est par césarienne ou par voie basse, du microbiote maternel, de tout un tas de facteurs. Et ce microbiote, il va ensuite évoluer au cours du temps avec différents paramètres, alors des facteurs endogènes comme le vieillissement qui effectivement peut aboutir très progressivement à un appauvrissement du microbiote, au stress et à d'autres facteurs, et notamment des facteurs exogènes, l'alimentation notamment, des maladies, les traitements, la médication, notamment les traitements antibiotiques, sont des facteurs vraiment qui impactent de façon très importante le microbiote. On va en parler un peu plus tard. Et en fait, même si ce microbiote évolue un peu tout au long de notre vie, on peut considérer, il y a pas mal d'études qui le montrent, que vers l'âge de 3 à 5 ans, notre microbiote est globalement stable, dans des conditions de physiologie, qui va peu évoluer ensuite, tant qu'on n'est pas amené à prendre des médicaments, etc. Donc c'est vraiment la partie entre 0 et 3-5 ans qui est vraiment très importante. Alors si on est porteur de toutes ces bactéries, de tous ces micro-organismes qui vivent en nous, c'est pas pour rien, la nature est globalement bien faite. En fait, c'est tout simplement parce que ces micro-organismes, et notamment les bactéries intestinales, vont participer au bon fonctionnement de notre organisme par énormément de fonctions essentielles, notamment la digestion des fibres. Alors les fibres, on trouve beaucoup dans les fruits, légumes, les légumineuses, les céréales, etc. Elles ne sont pas digérées par nos enzymes humaines, elles vont arriver quasiment telles quelles au niveau du gros intestin, et là où vont travailler du coup certaines bactéries qui vont les digérer, les couper en petits bouts, les fermenter et par ce processus de fermentation, produire des petites molécules, notamment ce qu'on appelle des métabolites, comme les acides gras à chaîne courte. Et les acides gras à chaîne courte, ne sont pas les seuls métabolites que peuvent fabriquer nos bactéries intestinales. Elles sont capables également de synthétiser des vitamines, des neurotransmetteurs, donc des messagers chimiques comme la sérotonine, qui vont ensuite pouvoir aller interagir avec le système nerveux, par exemple. On sait également, c'était l'un des premiers rôles connus, que notre microbiote intestinal nous protège vis-à-vis d'autres microbes potentiellement pathogènes de l'environnement. Ça va être le premier rempart vis-à-vis des agressions et des infections, par exemple, alimentaires. Notre microbiote communique de façon permanente avec notre système immunitaire. Et globalement, il n'y a pas de bon système immunitaire efficace sans un microbiote sain, globalement. Et on a pu le voir aussi chez les souris. Une souris sans microbiote ne se défend pas du tout de la même manière vis-à-vis de ces agressions extérieures. Et un des derniers rôles qui était un peu méconnu jusqu'à il y a quelques années, c'est sa capacité aussi de nos bactéries intestinales de métaboliser les médicaments, c'est-à-dire de les rendre plus ou moins efficaces en fonction du type de microbiote. Et ça, c'est valable même pour les traitements anticancéreux comme la chimiothérapie ou l'immunothérapie, dont l'efficacité dépend en partie du type et de l'état du microbiote intestinal. Alors, on a beaucoup parlé du microbiote ou de l'intestin ou du ventre comme le deuxième cerveau. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on vous en parlera tout à l'heure, mais globalement, c'est pour plusieurs choses. La première raison, c'est que l'intestin a un système nerveux autonome de plusieurs centaines de millions de neurones, donc c'est le deuxième organe avec le plus de neurones après, loin derrière le cerveau, que cet intestin communique en permanence avec le cerveau, et on le verra tout à l'heure là encore que le microbiote joue un rôle dans cette communication, via notamment la production de certains neurotransmetteurs, ces fameux messagers chimiques comme la sérotonine, qui est produite principalement dans nos intestins. Et chez la souris, alors ça n'a pas été vraiment démontré chez l'homme, mais en tout cas chez la souris, clairement, le microbiote joue un rôle également dans leur comportement. Une souris sans microbiote ayant par exemple un comportement plus téméraire, parfois même imprudent, et aura également des troubles de la mémoire. Alors,
Denis l'a évoqué tout à l'heure, cette symbiose, l'importance de la symbiose dans notre santé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la symbiose? En fait, c'est le fait de vivre ensemble, en fait, ça vient du grec. C'est une association étroite entre deux ou plusieurs organismes différents qui est mutuellement bénéfique, voire même indispensable à la survie mutuelle de ces organismes. Il y a tout un tas d'exemples qu'on peut prendre. La pollinisation, c'est des abeilles qui vont aller butiner dans des fleurs pour faire du miel, et en butinant dans les fleurs, elles vont diffuser ce pollen au niveau d'autres végétaux, d'autres fleurs, et ça va participer à la fructification, et du coup, ça va servir aux abeilles, mais également aux végétaux. Il y a tout un tas d'exemples qu'on peut prendre comme ça. Et c'est la même chose pour nous. En fait, notre organisme humain, il a besoin d'un microbiote riche, diversifié, avec une biodiversité. Et ces deux écosystèmes, humains et microbiens, vont se rendre service mutuellement. À condition, du coup, d'apporter les bonnes choses à nos micro-organismes, pour qu'ils restent riches, diversifiés et qu'ils soient efficaces pour notre santé. Et c'est notamment une alimentation riche en fibres, de l'activité physique régulière, etc. Et si ça c'est le cas, tout sera OK pour qu'on reste le plus possible en bonne santé. Et c'est cette symbiose entre l'hôte humain et notre microbiote qui va être prépondérante vraiment pour notre santé et qu'il va falloir essayer de préserver. Malheureusement, cette symbiose, elle est relativement fragile, puisque, comme je vous l'ai dit, de nombreux facteurs endogènes ou exogènes vont pouvoir venir perturber notre microbiote intestinal et mettre à mal cet état de symbiose. Alors ça commence dès la naissance, par exemple, avec la césarienne, mais ensuite, il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte. La pollution, l'usage de pesticides, la prise de tout un tas de médicaments, et notamment les antibiotiques, notre alimentation, et ça, voilà, une alimentation de moins en moins riche en fibres, de plus en plus transformée avec de nombreux émulsifiants ou autres additifs. Ça, on sait que c'est toxique pour le microbiote intestinal. Le stress également a un rôle négatif, un impact négatif sur le microbiote intestinal, la sédentarité et encore d'autres facteurs. Et dans ce cas-là, ça ne va pas forcément nous rendre malades, mais ça va potentiellement, en altérant cette symbiose, engendrer un état plus propice au développement de certaines maladies, ou en tout cas d'une moins bonne santé. Alors de quoi on parle quand on parle de dysbiose? Avant, on parlait beaucoup d'un déséquilibre de cet écosystème bactérien. Plus qu'un déséquilibre, globalement, c'est une perte en richesse et en diversité de ces micro-organismes, et également une altération de la symbiose entre l'hôte et le microbiote. Et alors je vous ai mis là cette image qui est assez parlante. Si vous imaginez une forêt, dans le monde de symbiose, une forêt en bon état avec tout un tas de variétés d'arbres, tout un tas d'animaux, d'insectes qui vivent au sein de cette forêt, si on détruit une partie de cette forêt, qu'on enlève une partie des végétaux, forcément on va enlever et détruire une partie de la faune également. Et alors dans la forêt, il y a potentiellement des animaux qui se mangent, il y a potentiellement des espèces qui s'aiment pas. C'est à peu près pareil en fait dans notre écosystème microbien. Le tout, c'est qu'il y ait un certain équilibre. Et voilà, dans une forêt qui n'est pas qui est encore en bon état, il y a cet équilibre, même s'il y a des animaux qui arrivent à se manger au sein de la forêt. Et du coup, cette dysbiose, cette déforestation, nous, on peut la vivre au cours de notre vieillissement. Notre microbiote a tendance spontanément à s'appauvrir légèrement, mais également avec tous ces facteurs dont je vous ai parlé juste avant, l'alimentation pauvre en fibres, la sédentarité, les xénobiotiques, donc pesticides, pollution, additifs alimentaires. Heureusement, notre microbiote est un peu résilient, c'est-à-dire qu'après avoir subi une agression, par exemple, on peut faire un McDo une fois ou prendre des antibiotiques pendant une semaine sans forcément derrière tomber malade et avoir des maladies chroniques, des soucis de santé. Heureusement, il y a une certaine résilience, c'est-à-dire qu'il y a une certaine capacité à absorber les chocs, à absorber ces agressions. Sauf que cette résilience, malheureusement, elle a ses limites. Et ce qui fait que des fois, des agressions qui sont trop intenses ou répétées dans le temps, sur un court timing, peut mettre suffisamment à mal le microbiote pour qu'il ne puisse jamais retrouver son état initial et du coup se stabiliser dans cet état alternatif sans arriver à revenir à son état antérieur. Et cela d'autant plus que ces agressions surviennent à un âge précoce, quand le microbiote est en train de se façonner, et c'est ce qui se passe avant l'âge de 2-3 ans. Vous avez probablement entendu parler de cette fameuse période des 1000 premiers jours, où en fait on considère que tout ce qui survient entre la conception de l'enfant et les 2 ans de l'enfant peut avoir des répercussions plus tard
même jusqu'à l'âge adulte. Alors, en restant dans cette thématique-là, ça c'était juste pour illustrer qu'une prise d'antibiotiques, par exemple, pris à un âge avant 2 ans, pouvait avoir des répercussions. Et là, vous voyez, tout ce qui apparaît en rouge, c'est montré comme étant significatif dans cette étude, c'est-à-dire que la prise d'antibiotiques avant l'âge de 2 ans augmentait le risque de développer de l'asthme, une rhinite allergique, des allergies alimentaires, une dermatite atopique, une maladie cœliaque qui est une allergie au gluten, l'obésité, etc. Et à côté, c'est un peu le même genre d'étude, mais ils ont regardé en fait si la prise d'antibiotiques dans l'enfance pouvait augmenter le risque de développer des maladies digestives chroniques comme les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Ce qui a été montré, c'est que la prise d'antibiotiques dans l'enfance augmentait le risque de développer plus tard ce genre de maladie, et cela d'autant plus que l'antibiotique était pris précocement avant l'âge de 2-3 ans. Et ce lien entre modification du microbiote intestinal et développement de maladies chroniques, ou en tout cas la corrélation entre un microbiote anormal, altéré et une maladie chronique, il a été montré dans presque toutes les maladies chroniques. D'une part, les maladies dysmétaboliques comme l'obésité, le diabète, la résistance à l'insuline, les maladies cardiovasculaires, les maladies du foie, donc une maladie dont on parle de plus en plus, la maladie du foie gras qui peut déboucher sur une cirrhose, les troubles neurodégénératifs comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, même les addictions, toutes ces maladies ont un lien, en tout cas il existe une corrélation avec des anomalies du microbiote intestinal. Et des maladies dysimmunitaires ou inflammatoires comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, comme les rhumatismes inflammatoires et tout un tas de pathologies allergiques. Et il y a même parfois une véritable signature microbienne, c'est-à-dire qu'en regardant le microbiote de certains patients, on pourrait deviner qu'ils soient porteurs de certaines maladies chroniques. Ça a été notamment démontré pour le syndrome de l'intestin irritable, dont on parlera un petit peu plus tard. Là, vous voyez, ce n'est pas très facile à comprendre comme genre de diagramme, mais globalement, on peut voir que les points ici sont un peu décalés et distants des autres points. Et en fait, d'un côté, il y avait les gens qui avaient un syndrome de l'intestin irritable, d'un autre côté, des gens qui étaient sains, sans syndrome de l'intestin irritable. Là, de la même façon, ça a été montré sur les maladies inflammatoires chroniques intestinales, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Là, vous voyez les petits points en bleu qui sont globalement tous réunis ici, sont des sujets sains. Les petits points en rouge qui sont globalement plus éparpillés, mais plutôt vraiment pas au niveau des points bleus, sont des patients qui sont porteurs de ces maladies-là en phase de poussée, donc avec une maladie active. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont porteurs de ces maladies-là, mais qui sont en rémission, donc asymptomatiques, eh ben, ils étaient globalement un peu entre les deux. Et ça a même été montré sur tout un tas d'autres maladies, et notamment récemment sur la fibromyalgie, qui est une maladie qui entraîne des douleurs à divers endroits, plutôt musculo-squelettiques, de façon chronique, associée à une fatigue et à d'autres symptômes. Et ben, en utilisant l'intelligence artificielle, en fait, l'ordinateur est parvenu avec une fiabilité de plus de 80%, de déterminer, en regardant le microbiote intestinal des femmes, si elles étaient saines ou si elles étaient porteuses d'une fibromyalgie. Alors, est-ce que cette dysbiose, est-ce que ces anomalies du microbiote intestinal sont la cause ou la conséquence de ces maladies? C'est un peu comme l'œuf et la poule. Pour essayer de répondre à ces questions, les scientifiques utilisent souvent des modèles animaux, notamment la souris, et vont pouvoir, c'est des souris qu'on a la chance de pouvoir cultiver sans microbiote, ce qu'on appelle des souris axéniques. Et ben, en se servant des souris sans microbiote, on va pouvoir analyser les modifications qui vont apparaître lorsqu'on va leur apporter certaines bactéries ou un certain type de microbiote. Et donc c'est comme ça que les scientifiques ont montré qu'en fait, en apportant à des souris sans microbiote, par exemple, le microbiote d'un sujet obèse, la souris allait devenir obèse. Et ça ne passait pas par la génétique, c'était vraiment simplement un changement de microbiote. Et ce même genre d'analyse, d'expérience a été faite sur énormément d'autres pathologies où on arrivait à recréer un état de maladie, un certain phénotype, en transférant le microbiote du sujet malade. Et probablement qu'Hippocrate avait bien un peu raison quand il a dit il y a plus de 2000 ans que toute maladie commençait dans l'intestin, parce qu'en dehors de certaines maladies purement génétiques, il semble que beaucoup de maladies aient un lien très important avec notre microbiote intestinal. Commencer ou pas dans l'intestin, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait déjà vu une certaine belle vision à cette époque-là.
En conclusion, voilà, j'espère vous avoir convaincu que le microbiote intestinal était bien plus qu'un simple deuxième cerveau. Voilà. Bien, merci Julien pour cette belle introduction très large. Donc on laissera la place aux questions à la fin de toutes les présentations. Donc maintenant c'est Sandy Gervason qui va intervenir. Alors Sandy n'est pas encore tout à fait un docteur en biologie, mais très bientôt puisqu'elle va soutenir sa thèse début décembre. Elle a fait sa thèse dans notre laboratoire. Alors c'est une doctorante un petit peu particulière parce que après un cursus classique, elle a travaillé dans le privé, toujours dans le domaine des bactéries. Elle a travaillé dans la société GreenTech au Biopôle ici à Clermont-Ferrand, à Saint-Beauzire. Et ensuite, elle a décidé de finir ses études et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de passer une thèse. Donc elle est venue au laboratoire. Et ça fait maintenant 3 ans de travail, 4 ans de présence, mais 3 ans de travail qu'elle a fait chez nous et qu'elle va vous synthétiser. Alors, c'est pas toujours très facile, imaginez synthétiser 3 ans de travail en 5 minutes, mais elle va, vous allez voir, de manière très élégante, vous prouver que c'est faisable et elle va vous montrer qu'en 5 minutes, on peut parler de tout un tas de choses. Sandy, à toi. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par faire les présentations puisque je ne suis pas venue seule ce soir, on vient avec mes colocataires. Et comme vous l'aurez compris, nous allons parler de microbiote, et pas des moindres, celui qui tapisse nos intestins. Donc, dans la catégorie classe, l'amour, élégance, qui nous rappelle à l'ordre au moindre excès et qui peut parfois nous mettre en difficulté, j'ai nommé le microbiote fécal. Alors, contrairement aux idées reçues, le microbiote fécal ou microbiote intestinal est bien plus qu'un groupe de squatteurs qui, en plus de ne pas payer leur loyer, sèment la zizanie pendant les fêtes trop arrosées. À leur décharge, ou à la vôtre, ces petites bêtes constituent votre deuxième cerveau. Ah ouais, en fait, on a un deuxième cerveau et on ne vous l'avait jamais dit. Alors qu'on se le dise, elles ne vont pas résoudre des équations mathématiques. En revanche, elles sont dotées de propriétés incroyables. Alors comme ça, vous pensiez que vous viviez seul? Eh bien non. Et comme dans toute colocation, lorsque le dialogue est rompu, on subit certains désagréments. Eh bien, pendant ma thèse, nous allons tenter de rétablir l'harmonie et la paix intérieure. Alors, et une bonne fois pour toutes, écoutons ce que ces bactéries ont à nous dire. Dans ce groupe d'individus, on retrouve toujours les mêmes. Il y a ceux qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, tandis que d'autres plus magnanimes s'efforceront de calmer le jeu. Eh bien, ces dernières sont des super bactéries dotées de super pouvoirs. Alors, je sais, vous allez me dire, des super pouvoirs, comment c'est possible? Eh bien, il faut bien avoir en tête que cette communauté loge chez vous, bien au chaud dans vos intestins, et qu'en plus, elle est très bavarde. C'est comme dans un village ou à la machine à café, par exemple. Les informations circulent très vite par le bouche à oreille avant d'atteindre votre cerveau. Eh bien, dans notre jargon scientifique, on appelle ça l'axe de communication microbiote intestin-cerveau. Alors je sais, ça fait pompeux, tout ça pour dire que votre microbiote intestinal est capable de communiquer directement avec votre cerveau. Eh bien, ma mission, c'est d'identifier ces bonnes bactéries qui agiront médiateurs et qui calmeront la situation tout comme elles apaiseront votre douleur. Alors vous allez me dire, pourquoi pas des bactéries antalgiques tant qu'on y est? Et pourquoi pas, effectivement? Pour répondre à cette problématique, j'ai besoin de votre communauté. Des volontaires? Personne? Bon, au cas où, je laisse des petits pots à disposition à la sortie, vraiment n'hésitez pas. Maintenant, rassurez-vous, je ne vais pas vous mettre à contribution ce soir, les souris s'en sont déjà chargées. Et sans rentrer dans le détail, ce modèle animal se résume en une bonne grosse colite comme on en a tous déjà connu, et qui s'accompagne en prime de douleurs abdominales. Super. Et les résultats d'une enquête de 4 longues années m'ont permis de découvrir l'identité de l'un de ces super-héros. Une bactérie qui ne fait pas beaucoup de bruit pour l'instant et qui fait pourtant beaucoup de bien. Je vous présente Superbactor, une véritable starlet qui fait aujourd'hui l'objet d'un brevet. Est-ce que vous imaginez, il y a quelques années, si on vous avait dit que des bactéries pouvaient réduire la douleur? Eh bien, figurez-vous que c'est possible. Lorsque les conditions sont réunies, que la frontière intestinale ouvre ses portes permettant la rencontre entre bactéries et neurones. Et croyez-moi, ces deux protagonistes sont loin d'être timides. Un échange complexe que je tente aujourd'hui de décrypter par imagerie calcique. Alors, difficile à croire que dans vos intestins se cachent peut-être les médicaments de demain, n'est-ce pas? Donc la prochaine fois que vous irez aux toilettes, au lieu de jouer sur votre tablette, pensez à ces petites bêtes.
Voilà, vous avez vu en 5 minutes tout ce qu'on peut dire sur voilà, ce microbiote et ces bactéries potentiellement utiles. Alors, Sandy Gervason a effectué sa thèse et la termine sous la direction de Frédéric Carvalho, qui va maintenant intervenir. Alors, Frédéric Carvalho a fait sa thèse à Clermont-Ferrand, dans un laboratoire qui s'appelle le M2ISH, de la regrettée Arlette Michaud, d'Arfeuil-Michaud. Ensuite, il est parti aux États-Unis. Il a travaillé 3 ans dans une structure de recherche mondialement connue pour les relations entre les bactéries et leurs hôtes, on va dire. Et puis, il nous a rejoint à Clermont, il y a bientôt, ça va faire 10 ans, il nous a rejoint à Clermont et s'est intéressé à tous ces problèmes de sensibilité, colique, ces problèmes de douleur chronique, enfin toute cette gêne que l'on peut avoir, douleur, ballonnement, difficulté de transit, diarrhée, constipation, etc. Et voilà, il a démarré ce projet de recherche et donc c'est dans ce cadre que Sandy a effectué ses travaux. Et il va vous en parler un petit peu plus de vive voix pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette recherche fondamentale. Merci Denis. Alors, en effet, donc je vais vous parler aujourd'hui du travail que je fais donc depuis une dizaine d'années à Neurodol. Donc en fait, ce travail porte, pas que bien entendu, mais une grosse partie de ce travail porte sur l'étude du microbiote et les associations entre des modifications du microbiote et les douleurs abdominales chroniques. Et notre particularité, en fait, c'est que beaucoup de gens travaillent là-dessus pour essayer de comprendre les mauvaises bactéries. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver les bonnes bactéries. Alors du coup, je vais vous parler surtout donc des douleurs abdominales qui sont associées à 2 pathologies chez l'homme. C'est ce qu'on appelle donc le syndrome d'intestin irritable. Donc il y a Julien qui en a parlé tout à l'heure, mais aussi donc les MICI ou maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont Julien a aussi parlé. Et en fait, ces pathologies sont très importantes chez l'homme. Et notamment, donc les MICI, il y a des poussées inflammatoires aiguës, donc c'est des périodes très courtes où donc les patients ont une grosse inflammation au niveau intestinal. Donc on sait assez bien prendre en charge ces patients parce qu'on sait comment traiter la douleur, l'inflammation chez ces patients. Mais ces patients ont, au cours de leur vie, en fait, une période beaucoup plus importante. C'est des périodes de rémission où ces patients n'ont plus d'inflammation intestinale. Et en fait, on retrouve chez ces patients, pendant ces périodes qui peuvent durer plusieurs années parfois, eh bien, on va retrouver des symptômes similaires à ce qu'on peut retrouver chez des patients qui ont le SII, et notamment au niveau intestinal. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau intestinal comme symptômes? Donc, comme je vous l'ai dit, des douleurs abdominales chroniques, c'est vraiment notre cœur de métier. Et on va aussi retrouver donc des troubles du transit et des ballonnements. Et souvent, en fait, ces patients qui sont douloureux, eh bien, ils ont aussi des atteintes au niveau central, donc ce qu'on appelle des comorbidités psychologiques. Et on va surtout retrouver une augmentation du niveau d'anxiété ou de la dépression chez ces patients. Et donc, on pense que ces douleurs, ces troubles fonctionnels, eh bien, sont caractérisés par un trouble donc d'un axe de communication dont Sandy vous a parlé juste avant. C'est l'axe cerveau-intestin-microbiote. Donc, en fait, c'est le dialogue qu'il peut y avoir entre ces différents partenaires. Et le problème chez ces patients douloureux, c'est que au niveau thérapeutique, eh bien, l'efficacité des traitements actuels est très faible, notamment sur donc, ces douleurs. Et donc, on a vraiment d'une forte innovation thérapeutique. Alors, je vais passer très, très rapidement, ne vous inquiétez pas, sur justement les origines de ces douleurs. Eh bien, en fait, il y a des facteurs qu'on va appeler propres à l'autre, qui sont donc le sexe, l'âge, la génétique. Mais il va surtout y avoir des facteurs environnementaux qui sont, Julien en a parlé tout à l'heure, sur tout ce qui va être pollution, le stress, les antibiotiques, l'alimentation. Et donc, il y a un truc central qui s'appelle donc le microbiote intestinal dont on ne suspectait pas l'importance il y a encore 20 ans. Et donc, en fait, pourquoi c'est très important? C'est parce que donc, au niveau de notre intestin, il y a des équilibres très étroits entre les différents types de cellules que l'on a. Donc, ce sont, je vais passer très rapidement, des cellules coliques et des cellules immunitaires, et aussi le système nerveux. Et en fait, donc il y a ce nouveau partenaire, donc il y a une vingtaine d'années, qui donc s'appelle le microbiote intestinal, qui est très important parce que bien chez ces patients douloureux, on va avoir ce qu'on appelle une dysbiose.
Donc cette dysbiose, souvent, elle est caractérisée par des mauvaises bactéries qui sont ici en rouge. Et en fait, ces bactéries, ces mauvaises bactéries sont capables parfois de franchir ces défenses qui sont comme un mur physique. Et ces bactéries vont pouvoir rentrer en contact avec les cellules de l'immunité et induire de l'inflammation. Mais nous, ce qu'on veut voir, et donc de la douleur. Mais nous, ce que l'on veut voir, en fait, c'est essayer de voir s'il n'existe pas des bactéries, donc des mauvaises bactéries, mais aussi des bonnes bactéries, qui pourraient rentrer en contact directement avec le système nerveux et justement modifier cette sensibilité colique et donc la douleur associée. Alors, au laboratoire, ce que nous a dit Alain dans sa présentation, c'est que, en fait, nous, on est vraiment axé sur le patient. Donc, ça veut dire quoi? C'est que donc on fait ce qu'on appelle de la recherche transitionnelle inverse, c'est-à-dire que on regarde ce qui se passe chez le patient et on essaye de reproduire les différentes choses que l'on va observer chez le patient dans des modèles animaux. Et tout cela pour essayer de mimer la pathologie et mieux comprendre la pathologie. Et donc, on a différentes choses qui ont été mises en place au laboratoire. Et donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ce que l'on fait, parce que sinon, il y en aurait pour longtemps. Mais de deux modèles qui ont induit de la douleur, vraiment se focalisant sur ce que l'on observe chez le patient. Un premier modèle qui s'appelle donc un modèle de séparation maternelle, permet de mimer en fait des traumatismes dans l'enfance, parce qu'on s'est rendu compte que un certain nombre de patients douloureux avec du SI, eh bien, ce sont des personnes qui, au moment de leur enfance, ont eu un traumatisme. Et donc en fait, ce premier modèle nous a permis donc de modéliser ce traumatisme dans l'enfance. Et un autre modèle, eh bien, souvent chez les patients douloureux, eh bien, c'est des patients qui, quelques années ou quelques semaines avant de vraiment déclencher des douleurs chroniques, eh bien, ce sont des patients qui ont eu une infection gastro-intestinale, comme on peut tous en faire. Donc, heureusement, c'est pas toutes les personnes qui font des gastro qui développent des douleurs chroniques, mais la part est assez importante. Et donc, on a mis au point un modèle au laboratoire où on infecte nos petites souris avec comme si on leur donnait une gastro, en fait. Et on a regardé plus tard ce qu'il se passait. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement? On fait des tests où on mesure donc la sensibilité colique, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de douleur chez l'animal, parce que en fait, il y a vraiment une composante visuelle qui est très importante. Donc, on mesure la sensibilité colique. On mesure aussi donc les perturbations du bien-être pour regarder si les animaux vont développer des comportements un peu plus anxieux ou un peu plus dépressifs. Et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe au niveau du microbiote de ces animaux et voir s'il y a des perturbations au niveau de la composition. Mais quelque chose de très important maintenant, c'est la fonctionnalité, tout ce qui va être produit par ces bactéries dans notre microbiote. Alors pour ce qui est donc du premier modèle, qui est le modèle de séparation maternelle, alors très brièvement, ce qu'on fait, c'est très simple. On a notre animalerie avec des petites souris qui naissent et en fait on prend nos petites souris que l'on déplace, que l'on met dans une salle différente de la maman. On fait ça pendant 3 heures par jour, de l'âge de 2 à 14 jours. Les animaux sont placés dans des conditions optimales, sur des petits coussins chauffants pour éviter tout problème d'hypothermie. Et après 3 heures, on les remet avec leur maman. Et après, une fois qu'on a fait ces séparations, les animaux ont une vie tout à fait normale. Et donc, en fait, ce que nous, on a voulu voir, c'est de voir si ces animaux avaient une sensibilité colique perturbée. Donc, on fait des tests de mesure comme on peut faire chez l'homme. C'est ce qu'on appelle de la distension colorectale. C'est exactement la même chose. Et ce qu'on a pu voir, c'est que vous avez des... Il n'y a pas la flèche, dommage. Vous avez donc j'ai oublié de changer le nom, la légende, au niveau de la légende, les noms. Mais vous avez des animaux contrôle qu'on appelle NH et des animaux qui ont eu la séparation maternelle qu'on appelle NMS. Et en fait, dans ces animaux qui ont eu la séparation maternelle, on va avoir des animaux qui ont une sensibilité colique tout à fait normale et d'autres animaux qui, eux, spontanément, vont avoir une augmentation de cette sensibilité. Donc on essaye de comprendre forcément pourquoi. Et donc on a notamment regardé ce qu'il en était du microbiote. Et donc là, en fait, c'est une représentation schématique, comme a pu vous montrer Julien dans sa présentation, où en fait chaque petit point correspond en fait au microbiote dans sa globalité qui est présent au niveau intestinal de nos différents animaux.
Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au moment où on mesure la sensibilité colique, eh bien, les animaux qui ont une sensibilité augmentée, eh bien, ont déjà un microbiote qui est complètement différent de ce que l'on peut retrouver chez des animaux qui sont normosensibles et qui ont eu un stress, mais que même ces animaux-là, donc c'est ce que vous avez en vert, mais que même ces animaux-là qui ne sont pas forcément douloureux, enfin, en tout cas hypersensibles, eh bien, ces animaux ont déjà aussi un microbiote qui est différent des animaux contrôle qui n'ont pas eu de stress dans l'enfance. Donc, le moindre petit stress peut induire des modifications du microbiote et qu'il peut arriver que ce microbiote soit associé à de l'hypersensibilité. Et donc, pour essayer de répondre à la question qu'on nous pose toujours, est-ce que c'est une cause ou c'est une conséquence? Eh bien, on a regardé ce qu'il se passait au niveau de ce microbiote intestinal, mais vraiment très tôt. Et donc, donc à la semaine 3 et 4, c'est le moment où on fait le sevrage de nos animaux. Eh bien, déjà, très tôt, eh bien, on voit que ce microbiote est déjà perturbé. Et ceci avant même l'apparition de la sensibilité colique qui est perturbée. Donc, il se passe vraiment quelque chose de manière très tôt, au moment du stress, qui peut ensuite, a priori en tout cas, être associé à de l'hypersensibilité colique. Et donc, on a forcément regardé un peu plus en détail ce qu'il se passait au niveau de ce microbiote. Et là, on a vu qu'il y avait une bactérie qu'on appelle F-Pro, mais son vrai nom, c'est Faecalibacterium prausnitzii, qui est une bonne bactérie qui est diminuée quand les animaux ont une sensibilité augmentée. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redonné cette bactérie à nos animaux qui étaient hypersensibles. Donc, on l'a donnée par voie orale sur nos animaux qui ont eu une séparation maternelle. Et toujours par des tests de distension colorectale, on a mesuré leur sensibilité colique. Et là, pour faire très schématique, eh bien, le fait de redonner cette bactérie, ça a normalisé la sensibilité colique. Donc, on a réussi à réverser la sensibilité induite par le stress. Le deuxième modèle, pour vous montrer que les bactéries peuvent être aussi, entre guillemets, dangereuses, eh bien, vous avez ce modèle d'infection à Citrobacter. Donc, ce modèle, ça consiste donc à donner cette fois-ci cette mauvaise bactérie toujours par voie orale. Et donc, il y a une période infectieuse qui dure à peu près 2 ou 3 semaines. Et donc, on a voulu regarder ce qui se passait une fois que cette méchante bactérie a été éliminée. Et donc, on a mesuré la sensibilité colique de nos animaux, toujours par distension colorectale. Et là, on a vu que le pathogène avait été éliminé naturellement par la souris. Et pourtant, les animaux avaient toujours des troubles intestinaux avec de la sensibilité augmentée. Donc, on a regardé aussi qu'est-ce qui se passait au niveau du comportement de l'animal. Donc, je vais passer très rapidement parce qu'on a fait plein de tests. Mais juste pour vous illustrer, on a un test de référence pour voir le niveau d'anxiété de l'animal de base. Eh bien, c'est un système qu'on appelle le labyrinthe en croix surélevée. C'est un petit dispositif où on a 2 bras fermés et 2 bras ouverts. Donc, vous avez ici des bras qu'on appelle ouverts, qui sont en fait des zones qui sont anxiogènes pour la souris. Donc la souris va avoir tendance à éviter ces zones. Eh bien, on regarde combien de temps la souris va passer dans ces zones anxiogènes. Et globalement, ce qu'on a pu observer, c'est que les animaux qui avaient été infectés, qui étaient douloureux, qui étaient hypersensibles, eh bien, c'est des animaux qui avaient aussi un phénotype anxieux. Donc, on a voulu regarder après ce qui se passait toujours à nouveau au niveau du microbiote, non plus en termes de composition, mais aussi en termes de fonctionnalité. Donc, on a fait plein d'analyses. Je ne vais pas vous parler de toutes les bactéries qu'on a vu modifier, mais il y a une bactérie qui était super intéressante, qui sont les lactobacilles. Et ces lactobacilles sont très intéressants parce que ça permet de métaboliser quelque chose qui est apporté par la nourriture, qui est un acide aminé essentiel, qui est le tryptophane. Et notamment, donc on a regardé ce qu'il se passait au niveau de la dégradation de ces tryptophanes et on a vu qu'il y avait un métabolite qui s'appelle donc le tryptophol. C'est un métabolite qui est diminué significativement au niveau de notre contenu intestinal chez les animaux douloureux. Et donc on peut imaginer que le fait de restaurer l'expression ou d'administrer cette molécule chez nos animaux douloureux, ça pourrait en partie réverser la sensibilité colique. Donc en conclusion, en fait, ce que l'on fait au laboratoire, donc je reviens là-dessus, c'est vraiment très important, c'est vraiment cette recherche translationnelle, on regarde ce qui se passe chez le patient et on essaye de modéliser cela. Et donc grâce à cela, on a réussi à avoir un certain nombre de modèles qui nous permettent d'induire en fait les symptômes que l'on peut observer chez le patient. Grâce à cela aussi, donc on a pu ainsi définir un certain nombre de bonnes bactéries ou de bons métabolites.
Et au final, en fait, c'est ce que Julien vous a présenté au tout début. Ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est essayer donc de trouver une signature microbienne de cette sensibilité colique ou de cette hypersensibilité colique. Pour donc cela, on va essayer de comparer les microbiotes ou les métabolites de ces microbiotes dans les différents modèles que l'on a au laboratoire. Et ensuite, aller voir vraiment si cette signature microbienne est vraiment relevante d'un point de vue clinique en allant regarder ce qui se passe chez l'homme. Voilà, donc je vous remercie tous pour votre attention et donc surtout toutes les personnes qui ont participé à ce travail, que ce soit des étudiants en thèse et surtout les financeurs. Merci. Bien, merci Frédéric. Donc vous voyez que voilà, la recherche est active, qu'on essaye de trouver des solutions. Donc comme vous l'a précisé Frédéric, on a pu déterminer que certaines bactéries pouvaient potentiellement être intéressantes, pouvaient potentiellement être utilisées chez l'homme pour soigner certaines pathologies, notamment ces pathologies digestives. Mais après, voilà, il faut les développer, il faut les cultiver. C'est pas très facile, comme on vous l'a précisé. Ce sont des bactéries qui craignent l'oxygène. Donc, si vous les mettez à l'air libre, elles meurent. Donc, tout ça est très complexe. Et donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées. Et là, je vais laisser la place à Adrien Nivoliez. Il est vice-président de la CCI du Cantal. Il a pris la suite de Stanislas Desjoncker à la tête de Bios, une société spécialisée dans les bactéries et tout ce qui tourne autour du microbiote à Arpajon-sur-Cère, pour pas dire Aurillac. Hein. C'est à peu près la même chose. Donc, Adrien va nous parler justement de toute cette problématique, arriver à sélectionner ces bactéries d'un point de vue industriel, puisque c'est un industriel, arriver à sélectionner ces bactéries, et puis après, comment les proposer. Est-ce qu'on va voilà, les mettre dans des yaourts? Est-ce qu'on va en faire des médicaments? Comment est-ce que tout ça va se gérer? Donc, je pense que c'est là-dessus que son intervention va porter. Bonjour à tous. Merci Denis. Merci Analgesia pour m'avoir invité à cette présentation. Donc, je suis Adrien Nivoliez, je suis le dirigeant de la société Bios Industries. Et oui, on va changer de monde. On va quitter le monde de la médecine, du traitement, on va quitter le monde de la recherche fondamentale et aller vers le monde du développement industriel, du développement analytique et de la production. Et on est l'étape qui va permettre de développer les médicaments et de faire que ces bactéries qui ont été initiées, trouvées, des nouveaux candidats qui ont été présentés, pouvoir faire qu'à la fin, vous allez pouvoir les prendre directement, soit au cours d'études cliniques, soit directement à des étapes commerciales. Donc, Bios Industries, c'est une société pharmaceutique et elle est basée à Aurillac. Je suis venu tout à l'heure là directement, j'ai eu de la chance, pas de blocage des stations essence à Aurillac. Donc, on a pu faire la route pour vous rejoindre et venir faire cette présentation. La société, elle a été créée en 1951 et elle est pionnière dans son positionnement parce que la société, dès 1951, se met à produire un médicament à base d'un Lactobacillus rhamnosus pour le traitement de la diarrhée. Et ce produit-là est encore commercialisé dans le monde entier. En 2017, moi, j'ai repris la direction de la société, basant la société sur un autre modèle, sur un modèle sur lequel on devient façonnier industriel, façonnier pour assurer le développement de nouvelles bactéries, et toutes ces bactéries qui sont beaucoup plus difficiles à cultiver, les F-Pro, Faecalibacterium, Akkermansia, toutes ces nouvelles bactéries qui ont été identifiées comme pouvant apporter une solution de traitement. Donc la société Bios, site industriel, basé à Aurillac dans le Cantal, pharmaceutique, et qui assure ce développement analytique et ce développement commercial. Ce qui nous intéresse, et ici je reprends quelques éléments des définitions, c'est les mots probiotique et LBP. Alors, c'est un peu compliqué parce que quand on parle du microbiote, il y a des tonnes d'articles qui sont faits sur le microbiote. Des articles qui sont scientifiques, il y en a plus de 6 à 10 000 par an qui sortent sur ces questions de microbiote et de bactéries. Et puis, plein d'articles qui sont de vulgarisation. Puis, on nous parle souvent des probiotiques et on nous parle souvent, maintenant, sur une partie des LBP, les Live Biotherapeutic Products. Et en fait, c'est un statut réglementaire qui est différent. Et pour coller avec Julien sur sa partie et pas l'oublier, on a 3 données qui sont faites. On a les produits qui sont les LBP, qui sont donc des médicaments sur lesquels il va y avoir toute une série d'études cliniques qui vont être lancées et qui sont identifiées à partir d'une bactérie ou consortium de bactéries et donc qui vont passer par une phase industrielle de
de production. Et on a les probiotiques qui, eux, sont des compléments alimentaires, donc qui vont être là pour accompagner le bien-être, mais pas spécialement pour soigner ou pour traiter une pathologie. Et on a la FMT, le transfert de flore fécale, qui lui va reprendre le même statut, un statut de médicament qui va se développer autour des cliniques, mais qui va partir d'un donneur, qui va donner ses selles et qui vont être transmises après. Et Julien donnera plus d'éléments sur ces parties. La société Bios, nous, on travaille sur les LBP et sur les probiotiques. On est historiquement une société qui produit des médicaments à base de bactéries, qui produit des probiotiques en tant que complément alimentaire et qui a évolué vers une production exclusive de bactéries de nouveaux genres qui nous permettent de travailler sur des bactéries qui vont avoir une vocation à partir en clinique. Quand on regarde cette évolution, c'est un marché qui est plutôt récent. Et je pense que c'est important de reposer un peu ces éléments-là pour bien comprendre qu'on est dans une phase dans laquelle on parle beaucoup des probiotiques et des compléments alimentaires, mais souvent on oublie qu'il y a 20 ans de recherche qui viennent de s'établir, des sociétés et des startups se sont créées dans le monde entier pour dire, voilà, comme le expliquait Frédéric tout à l'heure, j'ai découvert une nouvelle bactérie. Cette bactérie va permettre de traiter le syndrome irritable de l'intestin, traiter les MICI, va permettre de traiter donc de l'oncologie, de l'infection, du métabolisme, de la dermatologie et de l'allergie. Et vous voyez, au cours des 5 dernières années qui viennent de s'écouler, il y a 4 domaines thérapeutiques complémentaires qui viennent de s'ouvrir, dans lesquels ils visent la gastroentérologie, les syndromes respiratoires, la rhumatologie et la neurologie. Donc en fait, on est sur une nouvelle ère thérapeutique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une évolution de l'offre thérapeutique qui est en train de naître, et une de ces évolutions, c'est le traitement et la prévention par le microbiote. C'est comment on utilise ces nouvelles bactéries pour venir soigner. Quand on fait ça, en fait, on passe par toutes les études cliniques dont vous avez parlé. Bios Industries, lui, se positionne sur une valeur de production. Donc, c'est ce que je vous reprends sur ces niveaux-là, c'est quels sont les niveaux qui vont être pris. Et donc, on va voir les différentes phases, les phases précliniques, là où Frédéric œuvre le plus, où il va pouvoir travailler, déterminer l'ensemble des éléments. On va avoir toutes les phases cliniques de phase 1, de phase 2, de phase 3, dans lesquelles le nombre de patients vont être positionnés. Je voulais juste repréciser ces éléments parce que quand on est dans un projet qui traite sur le microbiote et sur de nouvelles aires thérapeutiques, on se retrouve souvent en comparaison d'activités et on a du mal à comprendre qu'est-ce qui est positionné en tant que complément alimentaire, une bactérie qui est déjà sur le marché, qui se vend directement, d'un produit qui est médicament et qui va suivre toutes ces phases cliniques. Car quand on fait ces phases-là, sur la FMT, on le retrouve aussi, on va se retrouver face à un complexe réglementaire et un complexe industriel qui est absolument différent en termes de classification d'un complément alimentaire. On va avoir ici une première étape où on va démontrer que la souche qui a été prise est bien safe. Elle ne pose pas de problème à la santé d'une personne qui est saine. La deuxième étape, la phase 2, on a beaucoup parlé des études cliniques avec toute la partie Covid, on va tester différentes formulations du produit, différentes doses, et on va déterminer quelle est selon nous la dose la plus active. Et la phase 3, qui sera la phase de qualification du médicament, on va ici traiter qu'une seule dose. Quand on prend le cas des bactéries, dans nos projets par exemple, on va avoir des gens qui viennent avec une souche et qui ne connaissent pas encore quels sont les bons ingrédients qui vont permettre de faire cette production-là. Comment on va passer. Et donc on va construire avec eux le schéma pour pouvoir passer d'une bactérie qui est dans une petite viale de 2 millilitres à une production de quelques kilos, quelques centaines de kilos de cette bactérie-là, pour en faire des gélules, pour en faire des comprimés, pour que ça soit administrable après directement à l'homme. Pour vous montrer un peu l'avancée et les évolutions en termes de ce domaine-là, sur ces parties, sur les projets qui sont lancés, qui sont en différentes phases actuellement, en 2017, il y avait 11 projets qui étaient en phase 1, 7 qui étaient en phase 1 et en phase 3. En 2021, c'était 28, 21 et aucun sur une phase 3. Et on projette pour la suite d'avoir 90 projets en phase 1, 38 projets en phase 2 clinique, 12 et un produit commercial en 2026. Donc sur ce domaine qui est en train de naître, le microbiote, pour une application thérapeutique, le premier produit commercial qui est attendu pour le marché est attendu pour 2026. Et c'est toujours ce grand écart qui est un tout petit peu difficile à gérer. Alors moi, je le vois d'un côté industriel sur cette partie-là. C'est comment on fait cet accompagnement entre les découvertes excessivement précoces de la science qui se font dans les laboratoires comme à Clermont, à Paris, à Boston. Et comment derrière, on a des sociétés qui se créent, qui vont se financer, qui vont réussir à accompagner ces projets. Bios Industries, en tant que société, elle développe un savoir-faire, elle, où on va offrir aux gens cette possibilité de faire l'ensemble de ces étapes-là au niveau industriel. Donc on va avoir une activité de recherche et développement absolument différente de celle de Frédéric, qui va être tournée autour du process et du côté analytique. Comment ces bactéries, on est capable de les développer, mais comment on est capable de les contrôler?
Comment on est certain que quand on fait une numération, c'est-à-dire un comptage de ces bactéries-là, on va bien réussir à trouver le bon nombre de bactéries? Comment on est certain que quand on donne cette bactérie, on n'a aucun autre pathogène qui va être associé à cette production? Ça, c'est toutes les premières étapes qui sont mises en place. Et ensuite, on va assurer l'ensemble des productions, des DS, des drug substances, donc de la matière première, de la matière active, et du produit fini, qui est le produit que vous allez rencontrer. Et on va avoir tout ça travaillé autour d'un cadre réglementaire en assurance qualité et en contrôle qualité. Si on prend la société Biosindustrie, pour reprendre la ligne qui était reprise, elle va avoir 3 métiers à l'intérieur. Elle va avoir un métier dans lequel elle va produire des banques cellulaires. Ce sont les premières étapes, c'est-à-dire que là, on repart de la souche et on va être capable de construire la mère de cette souche-là, le principe actif, celui qui, pendant les 30 prochaines années de développement du produit, va être utilisé pour qu'on s'assure que la bactérie qui a été identifiée pendant 10 ans par les chercheurs soit toujours la même bactérie dans 30 ans quand on va vouloir développer les nouveaux médicaments. Parce que la plus grande peur que peut avoir une agence réglementaire, c'est que la bactérie qu'on a utilisée et sur laquelle on a fait les preuves d'efficacité en clinique ne soit plus la même quand on va l'utiliser à titre commercial pour cette application-là. Donc là, c'est la première étape et c'est le premier métier de la société. Le deuxième métier, ça va être la production de la substance active. Et pouvoir ici, en fonction des étapes, on va avoir différentes tailles de fermenteurs qui vont nous être utilisés. Donc nous, on va partir d'un 20 litres sur notre atelier, 150 litres, 2000 litres, 3500 litres, 3000 litres, et en fonction des quantités de bactéries qu'on va avoir à faire pousser, on va être, nous, capables, sur un fermenteur de 5000 litres, de développer cette bactérie, de la concentrer et d'obtenir plusieurs dizaines de kilos de cette bactérie qui, dans un cadre, il y a 10 ans de laboratoire ou 15 ans de laboratoire, était déjà excessivement compliqué à faire pousser sur une petite flasque. Le dernier métier qu'on va avoir, c'est la fabrication du produit fini. Donc là, ça va être comment on va mettre en place et quelle est la galénique qu'il va falloir utiliser. Est-ce qu'on utilise des gélules? Est-ce qu'il faut des sachets parce qu'on a des enfants, des personnes âgées? Est-ce qu'il faut que ça soit une suspension huileuse? Est-ce qu'il faut que ça soit une crème si c'est une application dermatique? Rappelez-vous, il y a bien évidemment la partie intestinale qui était reprise tout à l'heure par Julien sur cette partie, mais il y a aussi toutes les autres applications qui sont en train de se développer. Par exemple, le psoriasis est actuellement une étude qui est faite, qui va démarrer en phase 3, et c'est un traitement par voie orale qui est pris. On n'a pas une crème qui va être appliquée. Et en parallèle, il y a une autre société qui traite aussi pour développer un nouveau traitement sur le psoriasis et qui, elle, a pris une stratégie d'avoir une crème sur une bactérie qui est déposée. Donc la position de la société, c'est d'avoir ces 3 plateformes dans lesquelles on va avoir différentes utilités. On est basé du coup à Aurillac, on a 280 personnes qui travaillent sur ces différents ateliers de production pharmaceutique et qui sont dédiés à la bactérie. Le cœur de métier de notre société, c'est pas d'être une société chimique. On a bien évidemment tous les produits qui sont chimiques ont été essentiels au développement de la médecine, mais là c'est de prendre ce nouveau domaine sur lequel on est en train de se positionner pour pouvoir fabriquer. Du coup, il faut des agréments pharmaceutiques, donc tout un cadre qui nous accompagne pour le faire, qui nous permet d'assurer ces fabrications et qui nous permet d'accompagner les projets et qui nous permet du coup d'assurer toutes les étapes que je vous ai décrites juste avant. Je voulais juste vous rappeler que du coup, sur cette partie-là, on va avoir cette capacité de pouvoir accompagner chacun de ces projets, de son développement analytique, développement de sa production commerciale, avec tous les sujets qui vont avec. Je vais juste revenir sur cette slide pour que ça soit bien clair. Nous, sur la partie de laboratoire, on ne va pas être dans un schéma dans lequel on va travailler comme le fait Frédéric, comme le font Julien, sur comprendre cette partie des médicaments. Ce n'est pas notre partie à nous. Notre partie à nous, ça va être de les accompagner pour faire que le jour où vous aurez un traitement à prendre, ce traitement, il aura été fait dans des conditions dans lesquelles vous n'aurez aucun risque de le prendre. Donc le métier de la société, c'est de s'assurer que la bactérie et le médicament qui est développé est une bactérie qui va être complètement certain et sûr pour son utilisation. On a la possibilité, nous, de travailler sur toutes les souches qui ont été découvertes récemment et de savoir les faire cultiver. Le savoir-faire de la société, c'est de pouvoir prendre toutes ces souches anaérobies, on en parle maintenant plus de 150, sur lesquelles on est capable d'accompagner. Nous, on a la chance de pouvoir suivre par notre activité une 50aine de clients dans le monde qui sont en train de développer les études cliniques que je vous décrivais, qui étaient en phase 1, en phase 2, certaines sont en train de démarrer en phase 3, sur des pathologies qui sont juste extraordinaires parce qu'actuellement elles sont mal prises en compte. Et tout ça est le fruit du travail qui est fait par les équipes en amont et qui permettent de venir moduler l'intestin, mais qui aussi permettent de travailler directement avec le système immunitaire, qui est capable d'aller travailler directement avec les connexions nerveuses et donc de voir ces développements-là. Donc le message que je vais finir, c'est que bien évidemment, un nouveau traitement sera là pour soigner la douleur. Il ne faut pas oublier toute la partie industrielle qui est un challenge aussi à prendre en compte et pouvoir mettre ça en place. Merci à tous.
Merci bien. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça de trouver une bactérie, puis après de l'avoir dans nos pharmacies, dans notre maison pour pouvoir l'utiliser. Voilà, il faut pas s'infecter, il faut pas qu'il y ait de virus quand on la cultive, etc., etc. Donc toute cette problématique, c'est BIOS qui tente de la gérer. Donc voilà, comme il voulait terminer absolument ces conférences, on va redonner la parole à Julien. Adrien a abordé un petit peu la problématique du transfert de microbiote. Bah oui, hein, si notre microbiote il fonctionne pas, on va prendre celui de quelqu'un qui fonctionne bien. C'est pas si simple que ça, vous allez le voir. Merci. Ouais, donc vous avez vu que au-delà d'être le microbiote quelque chose qui a un impact fort dans notre santé, c'est maintenant une vraie cible thérapeutique. Et donc on peut avoir besoin de moduler notre microbiote pour essayer d'avoir une meilleure santé. Et pour moduler le microbiote, c'est avec ce qu'on appelle les biotiques. Donc, vous connaissez forcément les antibiotiques. Vous en avez probablement déjà tous pris. Alors les antibiotiques, la plupart par rapport au microbiote intestinal, sont délétères. J'en ai déjà suffisamment parlé tout à l'heure. Donc c'est pas ça globalement vers quoi on va se tourner pour avoir un meilleur microbiote. Les prébiotiques, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Qu'est-ce qu'on appelle prébiotique? En fait, si on se base sur cette définition, c'est tout substrat qui, utilisé sélectivement par les micro-organismes de l'hôte qui en consomme, vont exercer un effet bénéfique sur sa santé. Globalement, la plupart sont des carbohydrates non digestibles, c'est des glucides complexes comme les fructane, pectine, phosgos et même HMO, ce sont les oligosaccharides du lait maternel, donc on le retrouve uniquement dans le lait maternel et maintenant qui commence à être produit de façon industrielle également. Ça, globalement, si on a une bonne alimentation riche en fibres, on va retrouver tous ces éléments à effet prébiotique. Les probiotiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont les micro-organismes vivants qui vont exercer chez celui qui va en consommer un effet positif sur la santé. Donc globalement, c'est des bactéries, des levures, soit des souches uniques, soit des mélanges de ces micro-organismes qu'on peut potentiellement également retrouver dans notre alimentation, notamment dans certains yaourts et dans des aliments fermentés, comme la choucroute, le kéfir, qui ont malheureusement l'inconvénient de ne pas forcément être caractérisés. C'est-à-dire quand dans la choucroute ou le kéfir, on n'a pas forcément exactement quelle bactérie, quelle levure on va consommer, contrairement aux probiotiques fabriqués de façon industrielle par des boîtes comme BIOS. Les symbiotiques sont un mélange des pré- et des probiotiques. Les postbiotiques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, sont des métabolites produits par les bactéries, mais sans les bactéries, comme le butyrate, qui peut avoir un effet bénéfique, notamment au niveau intestinal. Et moi, je vais vous parler surtout de transplantation de microbiote fécal qu'on pourrait considérer comme superbiotique, parce qu'on est au-delà de tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transplantation fécale? C'est une procédure qui consiste en fait à administrer le microbiote d'un individu considéré comme sain, donc en fait c'est celle, à un patient malade ou porteur d'une dysbiose pour le soulager, le soigner de cette maladie, ou en tout cas essayer de corriger cette dysbiose intestinale. Le but, si on reprend notre image de la forêt tout à l'heure, c'est une forêt, en gros un état de déforestation. On va essayer de lui redonner du coup des arbres, des végétaux comme avant, et du coup de recréer cette symbiose qui existait avant dans la forêt. C'est pas quelque chose de si innovant, même si on en parle depuis peu de temps. On a retrouvé des écrits chinois qui datent de plusieurs siècles, du IVe siècle de notre ère, avec notamment un certain médecin, Jiang, qui soignait des gens qui avaient des infections alimentaires ou des cas de diarrhée très sévères. Et il a fallu attendre, même si entre-temps on en a fait un petit peu dans le milieu vétérinaire, on parlait de transphonation, il a fallu attendre la deuxième partie du XXe siècle pour voir apparaître certains cas décrits dans la littérature, mais c'était un cas par-ci par-là ou une série de cas, de moins de 10 cas, de guérison d'une infection à une bactérie qu'on appelle Clostridium difficile, on l'appelait comme ça, maintenant elle a changé de nom, c'est Clostridioides difficile, peu importe, c'est la même bactérie. C'est une bactérie qui avait une fâcheuse tendance à revenir dès qu'on arrêtait le traitement antibiotique. Tout simplement parce qu'en fait, elle survenait à chaque fois sur un terrain vraiment de dysbiose profonde, c'est-à-dire de microbiote totalement appauvri, où en fait il n'y avait plus aucune autre bactérie autour, donc elle devenait dominante et elle entraînait des fortes diarrhées. Voilà, et donc à chaque fois qu'on la traitait par antibiotiques, peu de temps après avoir arrêté les antibiotiques, la bactérie revenait. Et il a fallu attendre du coup 2013 pour que
des Hollandais fassent une étude en bonne et due forme et démontrent clairement que la transplantation fécale faisait beaucoup mieux que les antibiotiques qu'on donnait jusqu'à présent. Et donc dès l'année suivante, en 2014, dans toutes les recommandations nationales et internationales, la transplantation de microbiote fécal devenait le traitement de référence de ces infections récidivantes. Avec tout simplement une efficacité dans toutes les études supérieure à 80% et maintenant supérieure à 90%, même chez des patients considérés comme fragiles, comme les enfants ou les immunodéprimés. Par contre, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en dehors de cette infection à Clostridium difficile, tout le reste, et dès qu'on fait de la transplantation fécale chez d'autres malades, on est dans le cadre de la recherche clinique, on ne fait pas ça en pratique courante. Alors comment ça se passe actuellement ? Globalement, le plus dur, le plus lourd, c'est d'aller trouver des donneurs sains et des donneurs sains qui vont pouvoir donner, parce qu'on peut être sain et être porteur de virus, de bactéries résistantes, etc., sans le savoir, et donc on ne pourra pas, si c'est le cas, être donneur de sel. Donc on va essayer de sélectionner, de screener des sujets sains et trouver s'ils peuvent être des donneurs, auquel cas ils vont devoir passer par la pharmacie pour préparer du coup les transplants, et du coup ce transplant va être administré en général à l'hôpital sous diverses voies d'administration, on verra plus tard, aux patients malades. Alors voilà, ce qui est le plus lourd, c'est vraiment cette sélection rigoureuse du donneur, parce que le but, c'est effectivement de guérir un malade, mais c'est d'éviter aussi de lui transférer d'autres bactéries pathogènes ou d'autres microbes pathogènes. Donc pour ça, on va se baser sur des recommandations de l'ANSM qui initialement ne touchaient que les essais cliniques. Maintenant, même en pratique courante, on va devoir suivre ces recommandations de l'ANSM qui vont bientôt sortir. On va faire un petit peu comme avec un don du sang, il y aura un questionnaire spécifique, une visite médicale. Et là, par contre, c'est ça qui est le plus lourd, un gros bilan microbiologique avec des analyses des bactéries, des virus et des parasites pour, comme je vous l'ai déjà dit, éviter de transférer d'autres pathogènes aux malades. Une fois qu'on a trouvé un donneur qui correspond, avec un bilan qui est donc un sujet parfaitement sain, et ensuite on va faire fabriquer le transplant fécal, en général à la pharmacie de l'hôpital, ce qu'on appelle la PUI, la pharmacie à usage intérieur, puisqu'en France, ce transplant fécal a un statut de médicament, alors qui complique pas mal les choses, puisque vous savez que la réglementation, encore plus en France, elle est très, très contraignante à ce niveau-là. Et donc on va assurer une traçabilité à tous les niveaux de la fabrication. En général, la préparation se fait sous hotte ou dans une boîte à gants, comme vous pouvez le voir ici, à partir de sels fraîches, macroscopiquement normales, d'une 50aine de grammes. Alors, on ne sait pas s'il faut 20 grammes, 30 grammes ou 100 grammes. La plupart des études font entre 30 et 60. Globalement, ce qu'on fait, c'est 50 grammes. Ensuite, ça va être tout simplement mixé dans un blender, dilué avec du sérum physiologique et une solution de glycérol qui est un cryoconservateur qui va permettre de conserver les sels au congélateur à -80 pendant éventuellement plusieurs années. Donc juste un peu avant de manger, voilà, pour des photos sympas. Ensuite, une fois que ce sera mixé, dilué et mélangé avec du glycérol, ça va tout simplement être filtré avec une compresse, tout simplement. Et ensuite conditionné dans des pots qui vont supporter la congélation, puisque maintenant on fait quasiment tout congelé à -80 degrés. Ça va bien sûr être parfaitement étiqueté, donc congelé entre 12 et 24 mois. Et bien sûr, avec à chaque étape de plusieurs contrôles, comme savent bien faire les pharmaciens. Ensuite, l'administration, ce n'est pas le plus difficile. Globalement, le plus difficile a déjà été fait avant. On le fait bien sûr chez des receveurs, chez des patients malades à qui on aura préalablement expliqué ce qu'on allait leur faire, qu'on aura en général convaincu des bienfaits de cette procédure, qui auront signé un consentement, à qui on aura arrêté les antibiotiques 24-48 heures avant pour éviter que les antibiotiques interfèrent avec le nouveau microbiote qu'on va leur proposer, et à qui on va faire une préparation colique comme ceux qui ont déjà fait une coloscopie le savent, une sorte de purge qui va nettoyer les intestins, pour peut-être favoriser la prise de la greffe et la colonisation des intestins avec ce nouveau microbiote. La transplantation fécale se fait bien sûr après décongélation par différentes voies. Soit la voie haute par une sonde naso-duodénale ou naso-gastrique, donc petite sonde qui passe par le nez, qui va dans l'estomac ou idéalement dans l'intestin grêle. Soit par nasofibroscopie, c'est la même chose, c'est ceux qui ont déjà eu une gastroscopie pour aller voir l'estomac, l'œsophage ont déjà eu cet examen, on passe par le nez. On va jusqu'à l'intestin grêle. Et on met le transplant à cet endroit-là.
On peut le faire également par coloscopie, mais c'est bien sûr un peu plus délicat puisque ça nécessite une anesthésie générale, puisqu'il y a des risques bien sûr supplémentaires liés à l'anesthésie et liés également à la procédure en soi. Le lavement rectal qu'on fait beaucoup parce que c'est le plus simple, on met une petite sonde dans le rectum et on met le transplant dans le rectum, donc ça nécessite vraiment, enfin c'est le plus simple et c'est ce que vous voyez sur la photo du bas. La photo du haut, c'était du coup c'est par nasofibroscopie, donc je passe par le nez de la patiente et je vais dans l'intestin grêle. Et on commence à voir apparaître, mais principalement dans les essais cliniques, sous forme de gélules, soit de sels congelés, soit de sels lyophilisés. Mais ça pose une problématique, une logistique un peu plus contraignante, qui est simplement la fabrication des gélules lyophilisées. On fait ça en ambulatoire parce qu'on considère qu'une séance de quelques heures est suffisante. Donc moi, les patients viennent en début d'après-midi et repartent en fin d'après-midi. En termes de sécurité, de tolérance, comment ça se passe? Globalement, ce qu'on sait, parce que maintenant ça fait 10 ans qu'on en fait beaucoup, globalement la tolérance elle est excellente. Les principaux effets secondaires décrits à court terme sont bénins, ça peut être des ballonnements, un inconfort, ça peut être un fébricule, un tout petit peu de fièvre, ça peut être de la diarrhée. Alors forcément la diarrhée, quand on évacue le transplant qui est liquide, bon, on a de la diarrhée, donc probablement que dans les études ça s'est sorti comme ça. Et en fait les rares effets secondaires graves qui ont été rapportés étaient principalement liés à la procédure et notamment les complications liées à la coloscopie. À plus long terme, on peut spoiler, à plus long terme, malheureusement, on n'a pas encore ces données. Comme je vous ai expliqué, je pense vous avoir expliqué que notre santé était liée à l'état de notre microbiote intestinal. Potentiellement qu'il y a le donneur qui était parfaitement sain à l'âge de 25 ans, on ne sait pas si 10, 15, 20 ans plus tard, il ne va pas développer une pathologie chronique qui aura été prédisposée par son propre microbiote, qu'on aura transféré à d'autres patients. Donc quand on fait ça à quelqu'un de 80 ans, bon, à la limite, ce n'est pas des questions très importantes, mais quand on fait ça des jeunes de 10-15 ans, on ne sait pas si derrière, on ne va pas modifier leur santé future sur quelque chose que là, pour l'instant, on ne peut pas contrôler. Donc, on n'a pas encore ces notions-là. Quelque chose, Adrien avait fini sur I can do it. Là, ne le faites surtout pas, même si vous avez vu que ce n'était pas si compliqué à faire. On peut avoir sur les réseaux sociaux éventuellement do it yourself, c'est pas très compliqué. On prend les sels de son voisin ou d'un ami ou de son conjoint, on le mixe dans le blender, on se l'administre. Ça peut bien se passer dans beaucoup de cas, ça peut très mal se passer si malheureusement vous êtes fragile et que le donneur n'était pas si sain que ça. Il y a eu quelques cas de décès rapportés, notamment sur des bactéries résistantes. Donc ne le faites pas chez vous. La transplantation fécale, c'est un intérêt grandissant. Vous voyez la courbe à gauche, sont les publications d'année en année, les publications scientifiques avec maintenant plus de 1000 publications chaque année, avec actuellement en cours plus de 300 études cliniques sur la transplantation fécale dans des pathologies diverses. Alors, on a parlé des MICI, du côlon irritable, mais d'autres pathologies très fréquentes comme les infections urinaires à répétition, le diabète, la maladie du foie gras. Et même, on va le faire, même sur Clermont-Ferrand, chez des patients qui vont bénéficier d'une allogreffe de cellules souches pour les guérir de lymphome, de leucémie ou autre. Donc voilà, dans vraiment des pathologies diverses et variées, c'est à l'étude. Juste pour vous montrer quelques exemples, donc pour reprendre le syndrome de l'intestin irritable dont a parlé Frédéric tout à l'heure, c'est une maladie extrêmement courante qui touche, selon les études et selon les critères qu'on utilise, entre 5 et 10-15% de la population, donc plusieurs millions de Français, et qui associe en fait des douleurs abdominales et des troubles du transit qui surviennent par crise. Et chez qui on ne trouve rien à la coloscopie, rien sur les prises de sang, etc. Les traitements sont là pas très efficaces. Et donc en fait, c'est une étude chez plus de 150 patients, 165 patients qui avaient ce syndrome-là de façon modérée à sévère, et qui ont été séparés en 3 groupes. Un groupe considéré comme placebo, c'est qu'en fait, la transplantation fécale autologue, c'est-à-dire qu'on a réadministré au patient ses propres selles, et 2 autres groupes à qui on a administré le transplant fécal d'un donneur à 30 ou 60 grammes. Le but, c'était d'entraîner une réponse clinique, donc une baisse du score de sévérité, dont je vous épargne le sigle. Ils sont partis d'un donneur qui pensait être un super donneur, un donneur sain, un caucasien de 36 ans né de par voie basse, allaité, qui avait pris quand même des antibiotiques, mais seulement 3 fois, avec un IMC tout à fait bon, à 23,5, qui était sportif, non fumeur, qui avait un super régime alimentaire, qui prenait même quelques compléments alimentaires. Et ils avaient identifié au sein de son microbiote quelques bactéries qui pouvaient être considérées comme bénéfiques chez ces patients-là. Et bien, ce qu'ils ont montré, et c'est vraiment les résultats sont assez
assez formidable. Vous voyez en rouge l'efficacité du placebo, donc à 1 mois et 3 mois, qui est de l'ordre de 25%, et c'est les chiffres qu'on retrouve à peu près toujours sur l'effet placebo dans ce genre de pathologie, entre 20 et 40%. Et par contre, les patients qui avaient bénéficié de transplantation fécale avaient une efficacité franche de plus de 80% à 3 mois, avec une amélioration significative de leur fatigue et de la qualité de vie. Maintenant, si on sort de cette pathologie fonctionnelle, qu'on reste dans les pathologies digestives, mais là pour le coup inflammatoires, et qu'on s'intéresse à la rectocolite hémorragique, c'est probablement la pathologie à l'heure actuelle où il y a le plus d'avancées, où on a le plus de connaissances sur les effets de la transplantation fécale. 5 essais contrôlés randomisés. Un essai contrôlé randomisé, en fait, c'est une étude clinique faite dans les meilleures conditions possibles, où en fait on va comparer le médicament à un placebo, et que ce soit les patients ou les médecins ne seront pas au courant de si c'était le médicament ou le placebo. Et bien globalement, sur les 5 essais contrôlés randomisés, il y a 4 essais contrôlés randomisés qui sont positifs, qui montrent que la transplantation fécale fait mieux que le placebo. Ici, c'était pour induire une rémission, c'est-à-dire quelqu'un qui était en poussée de rectocolite hémorragique. On arrivait à faire en sorte qu'il soit asymptomatique, en rémission clinique, avec sur la dernière étude clinique des résultats tout à fait bons, de l'ordre de 50% d'efficacité versus 15% pour le placebo. Et c'est également ce qu'on retrouve à peu près dans les autres essais cliniques, ce taux de placebo. Malgré tout, même si ces résultats-là sont enthousiastes, optimistes et laissent penser que la transplantation fécale va pouvoir être utile dans beaucoup de pathologies, on a énormément de questions qui sont sans réponse. Déjà dans ces pathologies-là, est-ce que là on a montré qu'on pouvait induire la rémission, mais probablement que ce ne sera pas suffisant pour maintenir les résultats à long terme et rester laisser le patient en rémission. Donc il faudra probablement faire plusieurs transplantations fécales de façon régulière. Alors on ne sait pas à quelle fréquence. Est-ce qu'il y a des donneurs qui sont plus aptes que d'autres, même si tout le monde est sain, pour soigner certains patients? C'est ce que montrent certaines études dans la rectocolite hémorragique. Je ne vous en ai pas parlé là, mais il y a une étude où c'est flagrant, où quasiment tous les patients qui avaient été améliorés avaient bénéficié des selles d'un même donneur. Donc potentiellement, que contrairement à l'infection à Clostridium difficile, dans les pathologies chroniques, tous les donneurs ne seront pas égaux pour soigner différentes pathologies chroniques. Ça peut conduire également à un problème de disponibilité des transplants. Si on se met du jour au lendemain à proposer cette solution, cette procédure, pour les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, je vous ai parlé que c'était plusieurs millions de Français, et pour l'instant, on n'a pas plusieurs millions de transplants dans les congélateurs pour pouvoir le faire à tout le monde. Une des questions vraiment la plus importante, c'est qu'on ne comprend pas comment ça marche. Pour l'instant, on n'a pas identifié qu'est-ce qui marchait dans la transplantation fécale pour soigner ces pathologies chroniques. Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est certaines bactéries? Est-ce que c'est des mélanges de bactéries, de virus? Est-ce que c'est des métabolites des bactéries? On n'en sait rien. Et la sécurité à moyen long terme, je vous en ai parlé, on ne sait pas si 20 ans plus tard, on ne va pas potentiellement développer des pathologies du fait de ce nouveau microbiote. Enfin, c'est juste un petit peu pour rigoler, mais c'est un cas, ça a été rapporté 2 cas de patients qui avaient eu une pelade universelle. En fait, c'est une maladie un petit peu inflammatoire et dysimmunitaire en fait du follicule pileux et notamment du cuir chevelu, et des jeunes qui étaient totalement chauves dans leur jeunesse et sans aucun traitement possible, qui avaient bénéficié d'une transplantation fécale pour une infection à Clostridium difficile, ce n'était pas par rapport à ça, et 2 de ces patients avaient retrouvé une chevelure et une barbe quasi comme s'ils n'avaient pas eu ce souci de santé. Donc ça laisse supposer que le pouvoir est infini et reste encore à comprendre les mécanismes. Je vous remercie de votre attention, et si le microbiote vous intéresse, j'ai écrit un livre pour le grand public qui explique encore un peu plus dans les détails en quoi le microbiote intestinal est vraiment au cœur de notre santé. Merci de votre attention. Bien, on est encore. Merci pour cette deuxième présentation, Julien. Donc vous voyez que tout est ouvert, qu'il y a des choses intéressantes à développer. Alors, comme il vous l'a précisé, comme je vais vous le préciser, on n'en est encore qu'au stade de la recherche.
n'allez pas harceler vos médecins, vos gastro-entérologues. Ils n'auront pas l'autorisation, sauf si vous êtes infecté à Clostridium difficile, ils n'auront pas l'autorisation de vous faire une transplantation fécale. Ou vos voisins sains. Voilà, bon, maintenant on va ouvrir un petit peu la discussion, les échanges avec vous et puis aux gens qui sont en ligne. Donc, bah voilà, si quelqu'un souhaite commencer, poser une question, je vais peut-être la répéter au micro pour que les gens à distance puissent l'entendre. Ou sinon. Ah, sont tous sur... Ah, j'ai tout sur le papier. Voilà. Alors, une première question. Lien entre microbiote et maladie. Cancer, fibromyalgie, endométriose, polypathologie douloureuse, rôle des candidoses. Alors donc, y a-t-il des liens maintenant clairement établis entre le microbiote et certaines pathologies? Avec toujours l'histoire de l'œuf et de la poule, hein, ouais, on est bien d'accord. C'est assez compliqué globalement. Il y a toutes les études qui s'intéressent au microbiote chez les patients porteurs de maladies chroniques, quelles qu'elles soient, montrent que le microbiote il n'est pas tout à fait normal, entre guillemets, en tout cas qu'il n'est pas semblable à celui de la population saine. Après, les altérations qu'on retrouve, qu'on observe, elles sont différentes en fonction de si le patient a un cancer, si le patient est obèse, si le patient a une fibromyalgie. Et s'il a un cancer, ça va être différent en fonction des cancers, etc. Toutes les maladies chroniques ne semblent pas avoir une signature. Après certains cancers, le cancer colorectal notamment, on retrouve certaines bactéries un peu en excès et ça pourrait même... Il y a des études qui montrent qu'on pourrait améliorer le test de dépistage du cancer colorectal en recherchant en plus des traces de sang la présence de ces bactéries-là. Voilà. Après, je pense qu'il n'y a pas de... Il y a des altérations du microbiote dans les pathologies chroniques, mais ce ne sont pas les mêmes et pour l'instant, on ne comprend pas bien le mécanisme entre l'altération et la maladie. Oui, si je peux juste compléter un petit peu, c'est vrai que n'importe quelle pathologie amène des modifications diététiques, de vie, on parle de l'importance du sport, du mouvement, etc. N'importe quelle pathologie va potentiellement avoir un impact sur quelque chose qui peut modifier notre microbiote. Donc voilà, c'est toujours la problématique de l'œuf et de la poule. Il y a toujours effectivement beaucoup de facteurs confondants, c'est-à-dire voilà. que le microbiote, on regarde une chose, mais il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en compte, c'est difficile de dire si c'est vraiment lié au microbiote. Est-ce qu'on parle de microbiote pour le diagnostic des maladies? Du coup, effectivement, ça va dans le prolongement de la question, et on a parlé de signature microbienne. Pour l'instant, on n'est pas capable, même si j'ai montré de bons résultats avec l'intelligence artificielle et avec certaines analyses, on n'est pour l'instant pas capable de diagnostiquer avec une grande fiabilité une maladie, rien qu'en regardant le microbiote, pour l'instant. Tout simplement parce que déjà, les analyses ne sont pas forcément standardisées. Si vous faites analyser une même selle par différents laboratoires, ou les selles d'un patient à différents moments de la journée, etc., on ne va pas forcément avoir les mêmes résultats. Donc ça pose un problème de standardisation, un problème de fiabilité. Malgré tout, je pense que les connaissances affluent tellement vite, moi je pense vraiment que dans les prochaines années, on se servira de l'analyse du microbiote intestinal comme d'une prise de sang ou un scanner pour pouvoir mieux diagnostiquer des maladies, éventuellement même les prédire, parce qu'il y a potentiellement des choses qui se passent avant la survenue d'une maladie et qu'on peut déjà voir sur le microbiote intestinal, et probablement ensuite personnaliser la médecine, c'est-à-dire, j'ai brièvement parlé de l'immunothérapie, mais c'est en train de révolutionner les cancers. Maintenant, on arrive à guérir de certains cancers métastatiques où avant l'espérance de vie c'était quelques mois. Et en fait, l'immunothérapie, malheureusement, elle ne marche pas chez tout le monde. Et il semble que le microbiote intestinal joue un rôle là-dedans et que certains types de microbiotes soient plutôt propices à engendrer une réponse au traitement. Et bien, probablement que plus tard, quand on sera amené dans quelques années à mettre en route ce genre de traitement, on fera une analyse du microbiote pour essayer de prédire si le patient va ou non répondre au traitement. Et peut-être que si on prédit qu'il ne répondra pas au traitement, on sera capable de lui administrer soit les selles d'un répondeur,
soit un consortium de bactéries, de levures ou d'autres micro-organismes qu'on saura pouvant engendrer une réponse au traitement. Juste, Julien, là-dessus, peut-être, on peut parler d'une société qui est française, qui est Everimmune, qui est en train exactement de travailler sur ce sujet-là, sur le traitement des cancers. Et ils ont identifié qu'il manquait une bactérie chez eux dans cet élément. Et ils sont en train de démarrer une étude clinique là, de phase 1, de première phase, pour regarder chez ces patients-là si on donne cette bactérie. L'étape suivante sera de faire un diagnostic justement du microbiote des patients avant de leur donner le traitement anticancéreux pour avoir une efficacité. Donc on est vraiment dans ces premières étapes, ça va très très vite pour te rejoindre sur ces parties, parce que toute la science a été bien posée, et là maintenant on est plutôt dans une phase d'exécution, et donc voilà, là c'est une société française, c'est de la recherche française qui a été mise en place, et donc voilà, pour le coup la France est pionnière dans ce domaine-là. Je voulais surtout aussi insister sur un paramètre sur lequel on n'a pas beaucoup insisté aujourd'hui, c'est que aussi, en fait, quand on analyse le microbiote, on sait qui est présent. Ça marche. Oui. On sait qui est présent, mais par contre, on ne sait pas ce que fait la bactérie qui est présente. Je veux dire par là que, en fait, une bactérie, eh bien, au niveau du microbiote, il y a beaucoup de redondance. Ça veut dire que vous pouvez avoir des microbiotes complètement différents, mais la fonctionnalité de votre microbiote va être identique. Et à l'opposé, vous allez avoir des bactéries similaires, mais quand on va les identifier, on va dire que c'est la même bactérie, mais ça ne veut pas dire que cette bactérie qui est chez moi va produire la même chose que la bactérie qui est chez une autre personne. Donc la signature, c'est important, ça peut aider au diagnostic, mais il ne faut pas se baser uniquement là-dessus. Alors ensuite, on a une autre question plus orientée sur douleur. Alors, quelle bactérie pour les douleurs? Voilà. À l'heure actuelle, est-ce qu'on a déjà des pistes sérieuses de bactéries identifiées qui pourraient rentrer dans le cursus de biose pour être proposées à des patients? Au niveau des bactéries, donc nous, je vous ai parlé de cette bactérie qui a un nom un peu barbare qui s'appelle Faecalibacter prosnitzii, qui devrait faire l'objet d'une étude en clinique. Après, il y a énormément de choses qui sortent sur microbiote et douleur. Le souci, après, justement, c'est ce que nous a dit Adrien, c'est d'arriver à passer de cette phase de recherche à, donc, après passer à une phase vraiment clinique et après la production de la bactérie, parce qu'il y a un certain nombre de bactéries qu'on a identifiées et qu'on sait mal produire. Alors, il y a certaines questions, donc toujours dans cette thématique probiotique et douleur, il y a des gens qui posent des questions sur des pathologies dont justement la prise en charge douloureuse est délicate. Donc là, est-ce qu'il y a des choses, on parle beaucoup fibromyalgie, rhumatisme, etc. Est-ce qu'on a des données là sur des potentiels candidats qui pourraient être intéressants? On parle de probiotiques, on parle de quoi? Probiotiques, toujours, oui, mais sur des douleurs dont on sait que la prise en charge est compliquée, la fibromyalgie, voilà, c'est un peu... En fait, ça, du coup, que ça complète un peu ce qu'a dit Fred avant, il est peu probable qu'une bactérie ou qu'un mélange de bactéries qui va être efficace, par exemple, pour la douleur intestinale du syndrome de l'intestin irritable, soit également efficace pour les douleurs rhumatismales ou les douleurs de la fibromyalgie. Donc en fait, c'est ça aussi qui est important, c'est quand on développe des probiotiques et qu'on fait des études cliniques, c'est savoir déterminer chez qui on fait cette étude, et un probiotique qui va être efficace, par exemple dans une indication donnée, dans une maladie ou pour améliorer la douleur d'une certaine maladie, ne le sera pas forcément pour d'autres, donc il va falloir faire d'autres études. À l'heure actuelle, à ma connaissance, en tout cas pour la fibromyalgie, je ne crois pas qu'il y ait d'essais contrôlés randomisés sur certains probiotiques. Là où il y a le plus, je pense, de données sur la douleur, ça va être autour du syndrome de l'intestin irritable, où là, effectivement, il y a déjà certains probiotiques qui sont commercialisés et qui s'appuient, et dont les résultats s'appuient sur des essais cliniques. On est dans la même sphère de toute façon, puisque c'est la sphère intestinale avec le microbiote qui est... c'est une question qui n'est pas là, mais voilà, ça va être ma question. Après tout, pourquoi pas. Tu as insisté beaucoup sur l'impact délétère des antibiotiques. Jusqu'où iras-tu dans cet impact délétère, supprimer les antibiotiques?
Non, déjà c'est important de sensibiliser les gens parce qu'en fait, quand on discute avec les médecins, moi j'étais souvent énervé contre les généralistes ou les pédiatres qui prescrivaient énormément d'antibiotiques, surtout quand on s'intéresse un peu au microbiote et qu'on voit les dégâts que ça peut faire. Et en fait, en discutant avec eux, souvent c'est à cause de la pression des patients ou des parents des patients qui veulent absolument avoir des antibiotiques parce qu'ils ils ont le nez qui coule et qu'ils ont un peu de fièvre et que quand ils crachent, c'est un peu jaune, etc. Et donc, ils finissaient effectivement par prescrire des antibiotiques. Et donc, je pense que prescrire moins d'antibiotiques, ça passe par des campagnes comme il y a eu qui ont été très efficaces sur les antibiotiques, c'est pas automatique, à continuer de sensibiliser le grand public en disant, je pense que voilà, des gens qui vont sortir de cette salle-là, j'espère qu'ils seront moins enclins à prendre des antibiotiques. Et en tout cas, je dis pas que c'est pas bien parce que ça sauve tellement de gens, c'est-à-dire que ça a contribué énormément au fait qu'à notre espérance de vie qui a dépassé les 80 ans, sans antibiotiques, sans vaccins, etc., on n'en serait pas là. Mais malheureusement, maintenant, on voit les effets délétères de ça, donc surtout, OK pour les antibiotiques quand c'est nécessaire, vraiment en cas d'infection, parce que d'infection bactérienne. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, déjà, si je pense que j'en ai pas forcément la nécessité, j'évite de mettre la pression à mon médecin pour en avoir. On va faire le lien, donc là on vient de parler des antibiotiques, maintenant l'alimentation, ça on interroge, il y a pas mal de questions là-dessus. Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer notre alimentation et améliorer donc par voie de conséquence le microbiote intestinal? Ouais, donc effectivement, c'est l'inverse. Si les antibiotiques sont ce qui est plus délétère sur le microbiote intestinal, l'alimentation peut être bénéfique à condition effectivement que ce soit une alimentation. Alors pour être très schématique, ce qui est mauvais, c'est globalement les aliments ultra transformés, avec notamment des additifs, etc. Les sucres. Et globalement, ce qui va être bénéfique, c'est tout ce qui va être riche en fibres. Donc fruits, légumes, mais pas seulement, les légumineuses, tout ce qui est haricots secs, pois chiches, lentilles corail, les céréales complètes, etc. Et globalement, pour visualiser globalement ce qui est bénéfique, c'est le régime méditerranéen. Enfin, c'est un régime qui est basé sur une alimentation saine, sur une activité physique régulière, parce qu'en fait, c'est une pyramide avec en bas de la pyramide une activité physique régulière. Donc en gros, un mode de vie relativement sain, c'est ça, c'est une activité physique régulière, une alimentation saine avec le moins possible d'aliments transformés. Il y a peu d'études sur l'impact des pesticides, mais c'est pas très compliqué de concevoir le fait que les pesticides consommés puissent avoir un impact négatif sur notre microbiote. Pour ce qui est additif, tout type émulsifiant, etc., il y a eu des études. Et il y a même une étude, j'ai parlé un peu de maladie de Crohn, Frédéric aussi, il y a une étude qui montre que plus on consomme d'aliments transformés dans notre vie, et plus on est à risque de développer une maladie chronique de l'intestin inflammatoire, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. Donc ces études sortent, c'est des études qui sont très compliquées à montrer, sur l'impact de l'alimentation sur la santé. C'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement long à mettre en place et ça rapporte pas beaucoup d'argent à l'industrie pharmaceutique. Donc, Oui, on connaît par exemple l'impact du régime méditerranéen, dit méditerranéen, où il y a une consommation supérieure, notamment de produits qui contiennent des fibres, entre autres. Et après, on n'a pas parlé, là on parle de fibres, donc qui vont avoir cet effet prébiotique d'aller nourrir nos bactéries, donc on imagine nos bonnes bactéries, mais les aliments fermentés, il y a des études qui montrent que consommer des aliments fermentés peut permettre également d'enrichir le microbiote intestinal. Alors après, c'est pareil, comme je vous ai dit, quand vous avez consommé du kéfir de lait ou de la choucroute, on n'est pas sûr de savoir quelles bactéries on va apporter, etc. Mais globalement, les études montrent que ça peut permettre d'enrichir le microbiote intestinal. Alors ensuite, on va monter un petit peu plus haut, puisqu'on va arriver au niveau du cerveau. Donc on a mis en évidence que le stress, ça c'est connu, le stress dans la jeune enfance pouvait avoir un impact important sur ce microbiote, notamment chez des gens qui ont subi des choses dans leur enfance qu'ils n'auraient pas dû subir. On sait quel impact ça peut avoir. Maintenant, le stress courant, est-ce qu'on a des données sur du stress courant et l'impact potentiel sur notre microbiote? Est-ce qu'il y a des données là-dessus, Frédéric, peut-être? Pour ce qui est des études en laboratoire, on sait que même des stress aigus très courts vont impacter le microbiote pendant une période très courte, bien entendu, mais c'est surtout des stress répétés, et notamment Julien en a beaucoup parlé au début dans sa présentation,
c'est ces stress répétés qui vont fragiliser le microbiote et donc entraîner des perturbations qui peuvent participer, et c'est pour ça que je voulais aussi bien insister là-dessus. J'avais vu une conférence il y a quelques années où donc c'est une personne qui avait présenté Duško Erlich, qui est vraiment quelqu'un de très connu dans le domaine du microbiote, et qui en avait assez qu'on lui pose à chaque fois la question sur est-ce que c'est vraiment la cause ou la conséquence, votre modification du microbiote, et il a dit c'est ni la cause ni la conséquence, ça y contribue. Donc voilà, c'est vraiment le truc pour moi qui est très important, c'est que votre microbiote, il faut en prendre soin, que ce soit par des stress, l'alimentation, parce que donc Julien en a parlé, c'est vraiment ces histoires d'émulsifiants, de ces nourritures ultra transformées. Il y a de plus en plus d'études ces dernières années, et d'essais cliniques qui montrent vraiment le côté néfaste de ces aliments ultra transformés. Est-ce qu'il y a des données cliniques sur des médicaments qui sont utilisés en cas de stress, type anxiolytique, etc., qui auraient des impacts sur le microbiote? C'est une question. Hein. Alors, globalement, c'est une bonne question. J'ai expliqué que notre microbiote était capable de métaboliser les médicaments, mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des grosses études qui montrent que plus de 80% des médicaments ont un impact sur le microbiote. Tant qu'on puisse savoir si c'est en bien ou en bien, etc. Mais en tout cas, quasiment tous les médicaments qu'on va prendre, ça va impacter le microbiote, ça va le modifier. Donc les antibiotiques, c'est le pire parce qu'en fait, ça va détruire. En fait, il n'y a aucun antibiotique qui permet de cibler une seule bactérie. Donc la mauvaise qu'on va vouloir détruire, en général, elles vont tirer large et ça va détruire une bonne partie des bactéries. Pas de cette même façon, mais la plupart des médicaments ont un impact sur le microbiote, clairement. Alors peut-être une dernière question qui s'adresse plus particulièrement à Adrien. Une question intéressante, c'est vrai, tu n'en as pas parlé dans ta présentation, la problématique du brevet. Est-ce qu'on peut tout breveter? Est-ce que ces bactéries-là, qu'on a tous, hein, on est tous propriétaires de bactéries potentiellement intéressantes, est-ce qu'on peut breveter ça ou qu'est-ce qu'on peut breveter en fin de compte? La question c'est qu'est-ce qu'on peut breveter du coup? Parce qu'on ne peut pas breveter le vivant. La première chose, c'est que le vivant n'est pas brevetable en tant que tel. Donc, on peut breveter le fait d'avoir une application santé, c'est-à-dire que j'ai découvert qu'une bactérie, un consortium de bactéries peut agir sur telle pathologie. Je peux breveter tout ce qui est industriel, c'est-à-dire comment je fais pour cultiver cette souche-là, comment je fais pour la stabiliser, comment je fais pour qu'elle reste cultivable, viable, une fois qu'elle a été mise en poudre, et quand je vais la redonner sous forme de poudre, elle va garder son efficacité. C'est un des points qui est extrêmement compliqué pour toutes les sociétés qui se créent, en lien avec les éléments de recherche, c'est savoir comment j'arrive à protéger mes données et comment j'arrive à prévenir ces parties-là. Si on va sur la FMT, il y a le sujet qui est en train de sortir sur un règlement SOHO, qu'on appelle, et qui est en train de questionner le transfert, c'est-à-dire le don de sel, le don des fesses, ouais. Comment et à qui ils appartiennent. Comment je vais gérer ce don-là? La question au départ, c'était le lait maternel qui est donné, et il y a des études, des femmes qui, en Angleterre, font presque un métier de cette partie-là, et l'Europe se positionne en disant, mais ça ne peut pas exister dans le long terme pour le transfert de force fécale, pour les bactéries qui sont données. Donc, toute la question de la propriété intellectuelle est un vrai sujet qui est repositionné aussi dans ce domaine-là. Et c'est là où, par rapport aux questions précédentes sur ces parties, ce qui est toujours difficile quand on traite du microbiote, c'est que souvent, comme il y a une telle partie alimentaire qui est présente, une telle partie de l'hygiène de vie qui est présente, expliqué parfaitement là par Julien sur ces parties, qu'on oublie qu'il y a tout un champ aussi qui est développé, un nouveau principe actif, comme je l'aurais fait pour un produit chimique, et démontrer que ce principe vivant va agir d'une manière pharmaceutique sur une application et sur un traitement. Et on est vraiment dans ce champ dans lequel on doit faire cette distinction, et nous on le fait au niveau industriel, de se dire, je prends des personnes, je les mets dans une étude clinique pour pouvoir démontrer l'efficacité. Et pour peut-être faire le lien avec le cerveau sur cette partie, il y a des études qui sont en cours sur l'autisme par exemple, où on prend un cocktail de souche, des bactéries, et qu'on donne à des enfants. Il y a des parties qui sont sur les allergies. Il y a une étude clinique qui vient de démarrer aux États-Unis sur des allergies des enfants. Les enfants sont traités avant le 7e jour, post-naissance. Donc c'est un niveau très tôt, parce que ce qu'expliquait Julien sur ces parties, on sait qu'immédiatement dès la naissance, il y a des choses qui se mettent en place sur la tolérance et la tolérance immunitaire. Et les bactéries, ça va être en lien avec ça. Donc voilà, donc pour reprendre sur ces parties de propriété intellectuelle, on est sur un sujet qui est excessivement critique, hyper stratégique, si on le reprend dans un sens industriel pour la suite,
en termes de société, en termes de pays, pour pouvoir protéger ces parties-là. Donc le vivant ne se protège pas, mais toutes les applications se protègent, tous les parties industrielles se protègent, et c'est ce qu'il faut mettre en place. Bien, voilà, je crois qu'on va pouvoir clore cette soirée. Je vais tous vous remercier, vous présents, ceux qui nous écoutaient en ligne. Je vais bien sûr remercier les conférenciers qui ont activement enrichi ce dialogue. J'espère qu'on a pu vous convaincre qu'un nouveau monde peut-être s'ouvre en termes de thérapeutique, parce que les médicaments trouvent peut-être maintenant voilà, une fin à leur utilisation, et pouvoir soigner avec des choses entre guillemets peut-être plus naturelles serait une opportunité ouverte au domaine des bactéries, et peut-être dans des années qui arrivent, des virus, des phages. On parle de traitement de phages, notamment pour traiter des problèmes bactériens. Donc c'est des choses qui s'ouvrent à ce niveau-là. Allez, une toute dernière. Est-ce que l'on peut faire analyser son microbiote? Question, et c'est très bien de terminer là-dessus. Bien sûr, on le peut. Pour entre 2 et 300 euros, vous avez des sociétés qui font ça par Internet, c'est assez facile à faire. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Oui. Donc la plupart des sociétés qui proposent ça vont vous vendre quelque chose, derrière on va mieux vous traiter, on va vous dire quoi manger, on va vous dire, etc. Ça, c'est faux. Donc oui, on peut vous analyser le microbiote. Si ça peut, on va dire, répondre à une certaine curiosité, pourquoi pas, mais n'espérez pas derrière aller voir votre médecin avec votre analyse de microbiote en pensant être mieux soigné. Je pense que ce sera le cas dans 5 à 10 ans. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc c'est surtout pour assouvir une curiosité. Voilà, merci à tout le monde.